Émission 794. Cette semaine, Survival Street. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Oui. Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis entre une équipe de mes membres sont faites en feutrine. Je vous les présente à l'instant. Le premier, c'est pas vrai qu'il va se laisser niaiser par Big Bird. Simon Chénier est avec nous. Salut Simon, laisse-toi pas voir. Laisse-toi pas faire, man. C'est moi. Montre à Big Bird, c'est qui le vrai Top Gun? Dog? Fuck off. Top Dog. Top Dog. Ouais, c'est ça. Calice. C'est pas, ça sent les toasts, hein? Ah ouais? Oui, c'est ça. Le deuxième, c'est notre invité cette semaine. Il vient tout juste d'annoncer ce matin une partie de la programmation de la prochaine édition du Comic-Con de Montréal qui aura lieu les 14, 15 et 16 juillet prochains au Palais des Congrès de Montréal. Notre ami Cliff Caporale. Salut, Cliff. Bonjour, Burn. Hello. Hey, salut, c'est moi. T'ajoutes des R, moi je t'ajoute des R. Ah, vas-y. Ah oui, c'est vrai, Caporal. Non, mais désolé. t'appelles Cliff. Ah, pas bien, là. Si vous êtes les premières personnes avec qui je parle aujourd'hui, là, une grosse journée. Hey, j'ai dû entendre tous les noms que j'ai eus à travers le monde. Ouais. Les gens ils ont lu mon nom. Là. C'est comme... Je voulais pas comme moquer Caporale, mais j'ai manqué Cliff. Oui, exactement. Ouais. Ah, désolé. Merci, c'est gentil. Ben, merci à toi. Là, que tu as eu une grosse journée, comme je l'ai mentionné ce matin. Il y a eu le lancement, une partie de... On commence à dévoiler les invités de la prochaine édition du Comic-Con. Puis là, durant mon dîner, je me suis dit, hey, fuck, on aurait dû inviter Cliff pour qu'il vienne faire une petite présentation. Puis t'es disponible, t'es là, t'es avec nous autres pour en parler, avec nous brièvement. J'ai même cancellé des dates. Je dis, Ben called me. That's bullshit, man. I am needed. OK. Fait qu'on va parler de quelques invités qui ont été déjà annoncés. Puis peut-être avant de te laisser, Cliff, avant qu'on continue le reste de l'émission, on va parler brièvement de Star Trek, Picard Season 3. Oh oui. J'allais dire Next Generation, mais c'est comme Next Generation, on s'entend, là. Parce qu'on est des man-child, man. Puis les deux, je pense qu'on a braillé dans l'épisode. Ou peut-être c'est The Last Generation, comme le titre de le prochain épisode s'appelle. Ah ouais. On verra. Mais avant de parler de ça, justement, on parle du Comic-Con de Montréal. J'ai été agréablement surpris qu'en quelque sorte, je sais pas si vous y aviez pensé, mais j'imagine que oui, qu'il y a un genre de reunion de Smallville qui va se faire cette année. Oui, absolument. C'est en 2019, on voulait le faire avec Tom Welling puis Michael Rosenbaum, Lex et Clark. Yeah. Mais malheureusement, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont annulé. Je ne me rappelle pas combien de temps avant, parce que 2019, ça semble comme si ça fait des années. Oui. Des décennies. Là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je ne me rappelle pas. Mais c'est ça. Je me rappelle, ils ont annulé. Les gens étaient déçus. On avait quand même reçu Dean Cain quand même. Yeah. Puis l'événement a continué. C'était une très belle année quand même. Mais là, on voulait se reprendre. Parce que Smallville, on va dire quelqu'un... je le dis toi et moi, mais on a quand même une décennie de différence. Mais pour moi, on va dire dans les années 90, là, Star Wars, c'était comme ma nostalgie. Ouais. Parce que c'est là, 20 ans, c'était Star Wars. Puis là, la nostalgie de quelqu'un en 2023, c'est Smallville. Ben ouais. Ça rentre, c'était comme une vague qui a commencé dans les débuts des années 2000, du bon et du pas bon aussi, là. Mais avec le côté super-héros plus côté téléroman, qui est quand même intéressant, puis qui a donné la vague de CW pour toutes les choses d'ici qui sont venues, que ça l'a quand même fait accrocher bien du monde dans le monde du super-héros. Fait qu'on peut pas se plaindre trop. C'est comme une introduction à l'univers des super-héros mélangé avec du Dawson's Creek. Moi, je suis pas un fan de Smallville, mais je peux pas dénier ou renier plutôt l'importance que la série a eue. Elle a été là pendant extrêmement longtemps.
Ouais, en plus que télé 10 ans. plus que 10 ans. Habituellement, une bonne run, c'est 7. Des fois, on se rend même pas là. Puis ce moment-là, il est allé plus loin que ça. Ça a regroupé plusieurs talents canadiens. Ouais. Il y a des membres d'ailleurs du cast. Je crois d'ailleurs que la Supergirl qui sera présente était une actrice canadienne. Oui, Laura Vandervoort, qu'on a annoncé, était dans la série Bitten, que c'était une série canadienne de loup-garou et d'autres affaires surnaturelles. Puis elle a fait aussi beaucoup de séries genre comme V. Je trouve que c'est plate qu'ils ont annulé ça parce que j'ai trouvé le début, c'était excellent. Puis je l'ai V là, dans les années 80. C'était super cool. Puis Laura Vandervoort, on va le dire, ça l'aide d'une extraterrestre. Fait que c'est quand même. C'était pas Cliff. C'était pas Hey, in the best possible way. Sure. Oui. Exactement. Une autre personne à l'origine d'une grande nostalgie chez les messieurs et les madames de notre âge et un peu plus les plus jeunes, Christina Ricci, c'est quand même un gros morceau. Je savais même pas qu'elle faisait des congrès, Cliff. Oui, ça fait un petit bout qu'on le sait qu'elle fait des congrès, mais gars, en 2000, on a commencé à parler à son agence en 2022. Puis, tu sais, elle a trouvé du temps libre parce qu'elle est extrêmement occupée. OK. Elle était dans la série Wednesday, qu'on a vue en sur automne. Netflix, ben oui. Sur Netflix. Mais moi, j'ai accroché de nouveau à elle. Puis, tu sais, elle n'a jamais vraiment arrêté. Elle a toujours été occupée depuis les années 90, que ce soit quelque chose de connu ou moins connu. Elle a toujours été, elle travaille fort. Mais la série qui m'a fait revenir à elle, c'est Yellow Jackets. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter. Pas encore, mais j'ai entendu beaucoup de bien. Le pitch, là, peut-être c'est pas un bon pitch pour toi parce que je connais ton opinion sur ça. C'est Lost, mais version horreur. Quand je dis horreur... Ouais, t'es vendu? Ouais. OK. C'est pas parce que j'ai des réserves contre Lost que je suis pas intéressé par un concept à la Lost. Simon, il va vouloir m'arracher à la face. Chacun a droit à ses opinions. Ben oui, c'est ça. Ouais, même si t'as tort. Non. OK, c'est bon. Regroupez-vous contre moi, les gars. C'est correct. Non, je suis correct. Okay, je pense qu'on est 2 sur des millions. Donc, mais c'est quand même une prémisse intéressante. Donc, c'est Lost qui rencontre du paranormal, de l'horreur? Oui, c'est des adolescentes d'une équipe dans les années 90. C'est des adolescentes d'une équipe de, je me rappelle pas si c'est soccer ou basketball parce que t'en vois pas beaucoup de ça. Ils s'en vont dans une compétition, puis leur avion, il crash. Okay. Mais l'affaire qui est intéressante, c'est que, oui, tu vois l'avion qui comment on dit crash en français? Qui s'est écrasé. Démantelé. Qui s'est écrasé, oui, excuse-moi. Mais ici, ils te montrent tous les détails, même quand les gens sont par terre puis que tu as des morceaux de jambes qui sont pas partout. C'est comme vraiment horrible à regarder. Là, tu regardes la télé comme ça, là, avec les yeux qui couvrent avec les mains qui couvrent les yeux. Mais il y a comme un aspect surnaturel, mais qui n'est pas évident, surtout à la première saison, parce que c'est comme tu dis, est-ce qu'ils sont folles? Est-ce qu'ils sont en folie? Non, parce que tu sais, quand tu manges pas, quand tu délires, t'es adolescent, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu es rendu que tu vois des choses ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de surnaturel qui se passe? Fait que pendant la première saison, ils jouent beaucoup avec ça. La deuxième, ça rentre beaucoup plus dedans. Tu peux quand même jouer dedans. Je vais avertir les gens, dès la première épisode, il y a des cannibales. OK. Ouais. Bonne scène de cannibale. Quand même, ça, c'est un autre gros morceau, Cliff, surtout considérant qu'il y a une nouvelle série, une nouvelle saison qui s'en vient une de mes séries d'animation préférées ever. Malheureusement, les premières saisons sont peut-être pas les meilleures, mais quand ça part fort. On parle de Futurama et de John DiMaggio, qui joue Bender, qui vient tout juste de signer. Il y avait un conflit au niveau de son contrat. Finalement, ça s'est réglé. C'est une belle prise, ça, mon Cliff. Oui, puis moi, je l'ai rencontré l'année passée. Il était supposé venir à Montréal l'année passée, mais il n'est pas venu. Mais il s'est pointé. Je l'ai rencontré quand il est venu à notre événement à Winnipeg, qui était à sa deuxième année l'année passée. Puis le gars, il est génial. Il a beaucoup de cœur. Il accueille les fans et tout. Puis il va te faire des voix quand tu t'approches à lui. C'est un grand monsieur. Quand je dis grand monsieur, il est immense. Monsieur. Il a l'air d'une carrure de joueur de football, bien franchement. Exactement. Ça a l'air de ce genre de gars-là. Ouais. Excellent. Et là,
en ce moment, sûrement que tu suis ça, Cliff, parce que Cliff n'a pas le choix d'écouter des séries puis tu es au courant de tout pour pouvoir faire une bonne programmation. C'est ça ton travail. C'est ça qui est génial. Tu peux le justifier à tout le monde, tes amis puis ta famille. Mais là, pas à mon épouse. Pas à ton épouse. Elle prend pas. Elle dit, viens te coucher, là. Mais moi, je trouve ça dommage qu'il semblerait que les codes d'écoute sont moins bonnes pour sa 3e saison, mais The Mandalorian, saison 3, est très bon. Chaque épisode, moi, ça vient repousser un peu la qualité, en fait, de ce qui est possible à la télévision, surtout pour du Star Wars. Et tu as Giancarlo Esposito qui est de retour et qui est de retour au Comic-Con, qui vient au Comic-Con cette année. C'est quand même un autre gros prix. Oui, je pense que ça fait presque 7 ou 8 ans que la dernière fois qu'il est venu à Montréal. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas Mandalorian, il n'y avait pas The Boys, il y avait plein d'autres séries qu'il a faites depuis ce temps-là, Maze Runner. Il est venu à cause de Breaking Bad dans le temps, puis les gens sont approchés pour lui parler de Breaking Bad. Mais là, il y a toute une panoplie de séries, surtout de Mandalorian. Et on a aussi annoncé Paulson Young-Lee. Oui, acteur canadien. L'acteur canadien qui joue Appa dans Kim's Convenience. C'est excellent, mais l'affaire que je voulais dire à propos de Mandalorian, c'est que, regarde, les codes d'écoute, certaines émissions, oui, les codes d'écoute, je trouve que c'est important, mais celle-là, c'est bizarre parce que les gens disent « Oh, la cote d'écoute est basse », mais la conversation, c'est à toutes les semaines, depuis les 10 dernières semaines ou 8 dernières semaines, c'est Star Trek Picard, Mandalorian. Si tu regardes, moi je regarde des données parce que pour mes informations, il faut que je sache c'est quoi qui est populaire que ça. Les codes d'écoute, c'est important. Mais aussi connaître c'est quoi que les gens téléchargent. Ah, voilà. Et voilà. Le côté grise. Fait que je regarde des statistiques de ce qu'ils estiment. Fait que la cote d'écoute de 1 ou 2 millions sur Disney+, c'est vraiment pas gros. C'est des niveaux HBO, série corrects. Mais le niveau que les gens parlent de ça, puis le niveau qu'ils téléchargent, parce que si tu regardes tous les posts YouTube que les gens parlent de choses geeks, il y a tout le temps des résumés des épisodes, ils analysent et tout. Fait que c'est pas... La cote d'écoute, c'est juste une donnée, puis c'est pas assez pour pouvoir avoir une vraie vision de la situation. Exactement. Il y a bien du monde aussi qui vont attendre que ça finisse pour tout regarder. Exactement. Tu payes ton 10$ pendant un mois au lieu de payer comme pour une année. Oui, exactement. Surtout sur un budget, surtout en ce moment. Et là, comme c'est les Comic-Con, et ça le dit là, dans le titre Comic-Con, on a Greg Capullo, quand même superstar du dessin américain. Il a fait une run extraordinaire sur Spawn, Batman avec Snyder. C'est vraiment un gars qui sur X-Force. X-Force également. Merci, Simon. Hey, what if? What if? Oui, ça se peut. Tout le monde a fait un what if. J'ai fait un what if. J'ai décidé un what if. Mais bravo, ça c'est le fun. Je trouve ça le fun que vous gardez encore des artistes puis des gens qui sont liés au comic book pour venir au Comic-Con. Cette année, je trouve que c'est une année explosive côté BD, comic book. Yes. C'est Greg Capullo, c'était comme la série sur le Sunday. Puis ça fait, honnêtement, depuis que tu me connais, depuis que je travaille au Comic-Con, qu'on essaie de l'avoir. OK. On l'a presque eu, on était proche de l'annoncer plusieurs autres fois dans d'autres Comic-Con, mais il a annulé à cause que, tu sais, il y a il est en demande. Il est en demande, il travaille fort pour plein de compagnies, à part de faire des conventions. Fait que là, on l'a, il s'en vient, il est très content de venir. Et c'est ça, on a annoncé d'autres. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire cette année? C'est changer les choses. On a vu que il manquait un petit peu de punch côté comic book et BD. Fait qu'on on a fait venir des gens qui ne sont jamais venus, comme Ed Brisson. Il va venir pour la première fois. Ed Brisson, c'est l'écrivain présentement sur Predator, mais peut-être toi, tu le connais pour Old Man Logan. Il y a Georges Gentil. Je prononce son Gentil, peut-être lui dit Ginty. Mais il travaille sur The Mandalorian, mais avant, il a fait Buffy the Vampire Slayer pendant des années. Il y a qui d'autre? Michael Golden, il y a Mike Grell, il y a Rags Morales, il y a comme une quinzaine d'invités de côté BD québécois comme Axel Lenoir, Claude Desrosiers, Caroline Soucy, Denis Rodier, et j'en passe. C'est quand même On a commencé avec les invités de comic book qu'on a annoncé en ligne, et là, on a fait le lancement avec les célébrités pour montrer aux fans de comic book qu'on les ignore pas, on invite des gens. Et juste te dire qu'il y en a
un autre gros nom. Il y a deux qui sont confirmés, mais un gros nom que moi, je suis fier, qu'on va annoncer dans les prochaines semaines. OK. C'est comme, après Jim Lee, c'est mon deuxième artiste préféré de tous les temps. Oh, fuck. OK. OK? OK. Est-ce que c'est un artiste de la même période que de Jim Non. Lee? Non, c'est peut-être qu'il a commencé tôt, mais je veux dire qu'il a eu sa reconnaissance, je dirais, début, tu sais, en 2000-2010, à avoir comme devenir un powerhouse. Et maintenant, il prend qu'est-ce qui lui tente. Non, on va peut-être le trouver parce que Simon, il a un bon cerveau pour ce genre de choses-là. Cliff, il a vu mes choses Facebook. il a vu tes... 5 ans. Il dit « I love you, person! » On va donner d'autres informations, comiconmontréal.com, mtlcomiccon.com. Pas MTL, juste Montréal au complet. Montréal, excusez-moi. Oui, désolé, tu as raison. Puis, il va y avoir d'autres annonces dans les prochaines semaines, tu l'as mentionné. Oui. Est-ce qu'on peut déjà acheter nos billets ou ça s'en vient? Oui. Les billets, on les a mis en vente depuis le mois de décembre. Normalement, on fait un lancement avec les billets pour Noël parce qu'on veut que les gens y achètent des billets pour donner ça à Noël. C'est toujours le fun pour les geeks comme toi et moi. Mm-hmm. Et ils sont présentement disponibles et pour 1 jour, 3 jours de luxe, VIP, comme que les gens veulent. Une chose que je veux ajouter, c'est qu'on a, il y a plein de choses dans la programmation qu'on a annoncées. Par contre, une chose qui est différente, très différente cette année, c'est que la zone des autographes, OK, normalement, est au 2e étage dans la salle des exposants, proche de l'entrée, mais cette année, on le monte au 7e étage. Au 7e étage, OK. Au 7e étage. Alors, toutes les célébrités qui font des autographes vont être au 7e étage. Les photos, ça va continuer au 2e étage, mais pour faire des autographes, ça va être au 7e étage. Il nous manque la place. OK, c'est la raison. C'est la raison. On essaie de rentrer toutes les choses qu'on veut rentrer. On a descendu excuse-moi, la zone de jeu sur table qui va être propulsée par Asmodee Canada, qui font tous les jeux. Ils font tous les jeux maintenant. Alors, c'est belle fun, mais ça va être une grande zone. Alors, il fallait qu'on bouge une couple de choses pour faire de la place pour tout le monde. Fait que ça va être vraiment un gros Comic-Con. Puis, pas pour te monter les espérances, mais il y en a beaucoup d'autres choses intéressantes. Qui s'en viennent, qu'on va ajouter. Certaines choses, je suis certain que toi, tu vas aimer. OK. Tu m'as dit ça hier par écrit, puis tu m'as titillé. D'ailleurs, je vais t'envoyer un message après le show, Cliff. J'ai peut-être une petite suggestion pour cet événement-ci ou un autre, mais tu fais ce que tu veux, ultimement, avec ça. Tu peux me dire « Fuck you, Ben, c'est pas à toi qui va me dire quoi faire. » Là, Cliff, je vais dire, là, je vais mettre les règles du jeu, et c'est essentiel qu'on les écoute, qu'on les écoute. On ne veut pas spoiler Picard saison 3 parce que c'est en branle, puis il y a des gens qui l'ont peut-être pas écouté, puis je veux pas que le monde fasse pause. Fait que ce qui va arriver, c'est qu'à partir du moment que je dis go, je nous donne vraiment 2 minutes puis là, je vais le chronométrer, OK? Puis qu'importe, on est rendu dans 2 minutes, il faut qu'on arrête. Parce que ce que je vais dire aux gens, c'est faites un saut de 2 minutes à partir du moment où on dit go. Tu comprends? Fait que là, on peut spoiler. Fait que 2 minutes. Mais ça va être vraiment rapide, OK? Là, t'es prêt? Simon, toi, j'imagine que tu n'as pas suivi encore Picard, mais tu veux-tu boucher les oreilles? Qu'est-ce que tu veux faire? Non, ça va. Ça va? Fait que les gens à la maison, 2 minutes, OK? 1, 2, 3, go. Hey, man. Q, c'est vraiment le père de Picard! Oh non! Excuse-moi. Mais, man, moi, le dernier, c'est autant que j'ai détesté les 2 premières saisons de Picard, je trouvais que c'est de l'écriture paresseuse. Je sais que toi, tu as aimé la 2e. Je suis comblé et agréablement surpris par la 3e de Picard. Mais tellement, je regarde à chaque épisode, je termine, puis je dis comment ils ont fait ça. C'est surtout que, comme tu dis, moi, la 2e saison, je trouvais ça correct, pas parfait, mais correct. Mais après ça, pour rebondir, 30 secondes. Puis écrire quelque chose de parfait avec quelque chose qui est bien enfilé d'une épisode à un autre, donner à chaque personnage son temps. Next Gen, son temps, trouver le moment crucial de ce personnage, la liaison, c'est comme Geordi avec Data, les mettre les deux ensemble. C'est des moments que t'es I'm OK. Je sais pas comment ils ont réussi à nous donner du fan service puis quand même nous donner une bonne histoire de Star Trek. Moi, c'est ce qui me surprend à chaque épisode. On est à 1 minute. Oui, je suis complètement d'accord. C'est vraiment fascinant. Puis, Gab, une chose fanservice qu'ils nous ont donné le dernier épisode, c'est le Enterprise D. Fuck yeah, man. Que
je m'attendais pas. Moi, je suis pas un gars de vaisseau, tu sais. Je suis pas un OK. gars qui est attaché au vaisseau comme d'autres personnes, mais ça m'est venu me chercher. Tu sais, c'est comme, moi, je savais Yep. pas à quoi s'attendre. Oh, Yep. what are they doing here? Puis là, Enterprise D. Ouais. Puis là, c'était avec la musique, les lumières et tout. C'était comme, La scène d'ouverture, quand ils rentrent sur le pont pour la première fois, je sais pas s'ils ont dit aux acteurs, on va vous faire rentrer, puis pas vous montrer le set avant, mais leur réaction semblait tellement authentique. Puis oui, c'est de la nostalgie weaponized pour les fans, mais c'est de la bonne nostalgie, je trouve. Puis ce moment-là, là, j'imaginais qu'elle allait peut-être le ramener, mais je savais pas comment. J'étais en train de crier après ma TV. J'étais You beautiful motherfucker. J'étais vraiment ah non, on arrive à 2 minutes, Cliff. C'est 2 minutes maintenant. Voilà, je suis désolé. Juste pour dire. Oui, pas de spoil, pas de spoil. Pas de spoiler, mais juste pour dire que j'ai vraiment hâte. Mercredi, c'est la finale de Mandalorian saison 3. Yep. Je sais que ça va être dur. Puis là, le jeudi, normalement, je l'écoute pas le jeudi live. Je l'écoute comme en fin de semaine après. Je vais l'écouter jeudi. Je pense que je vais l'écouter le jeudi live parce que je pense que ça va valoir la peine. Je veux pas me rentrer en ligne puis trouver que les gens... Yep. Sur Instagram, te faire spoiler, genre. OK. Ouais. Hey, Cliff, merci beaucoup d'être passé à l'émission. Merci encore. Merci de m'avoir reçu, puis espérant vous voir en grand nombre au Comic-Con, puis c'est ça. Yes, 14, 15, 16. Bye-bye. Bye. Merci, bye. Bye, Cliff. C'était Cliff Caporale du Comic-Con de Montréal, directeur de la programmation. Toujours un plaisir de le recevoir. Un ami de l'émission, un ami des gars aussi, je pense. On peut dire Riff. Ah, écoute, le garde. Bon, Simon, excuse-moi, Ouais. on était dans le Comic-Con puis tout, mais t'es là, toi aussi. T'es présent? Ah, ouais, je suis là. Comment te sens-tu? T'es-tu bien? Ça va bien? J'ai mal à une fesse. Oh, c'est pas le fun, ça. T'as-tu une Non, crampe dans la fesse ou t'as un point? Je pense que ça fait trop longtemps que je suis assis. Ah ouais, ça fait ça. Tu fais-tu des exercices, genre te lever là, pour ton dos? Moi, je fais ça à longueur de journée parce que je suis rendu trop vieux. Sinon, ça... Ouais, mais là, je sais pas. Ouais, pendant, ça va mal, pendant le podcast. Pas ma journée. Ouais, je comprends, je peux comprendre. Hey, juste avant d'aller plus loin, Simon, permets-moi de faire un petit shout-out à un auditeur à nous qui s'appelle Carl, qui passe pas une bonne passe en ce moment. Il m'a écrit un message qui m'a quand même assez touché. Je ne dirai pas de quoi il s'agit, mais les mystérieux sont importants pour lui. Puis vous avez été plusieurs à le faire dans les dernières semaines. Quand j'ai annoncé que j'avais perdu ma job puis que j'étais décaliste, là, littéralement, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que le show faisait du bien. Puis ça, moi, ça m'a amené aussi du réconfort. Donc, je suis content d'entendre que le show vous amène du réconfort. Je pense que, en tout cas pour moi, mais je pense que tout le monde a un peu cet objectif-là, d'envoyer du good vibe dans cet univers de marde. Alors, le show d'aujourd'hui est dédié à Carl. Lâche pas mon gars, puis dédié à vous qui suivez l'émission depuis si longtemps. Le chapitre job est résolu pour l'instant, Simon. Résolu pour l'instant, j'ai trouvé un emploi, j'ai commencé... Parce que j'ai fait un shout-out sur Facebook, puis il y a quelqu'un qui m'a fait un job. Bon, Mais j'ai fait aller mon réseau. Des fois, c'est ça qui suffit. C'est un contrat d'1 an. Je ne dirais pas c'est quoi, là. Je pense qu'éventuellement, peut-être j'aurai plus de choses à vous dire, mais... Ouais, l'important, c'est que tu aies une job. Une job que je peux manger. C'est ça que tu voulais. C'est ça que je voulais. Puis ça rejoint quand même mes sensibilités. Ça fait que je vais essayer de mettre à profit mes nombreuses clés. Et d'ici là, il va falloir que je travaille un peu sur peut-être me réorienter pendant l'année, mais au moins j'ai 1 an pour me revirer, versus comme on te crise dehors, puis il y a des agents qui viennent chercher ton laptop d'ici 2 minutes. Fait que ça, c'était la situation. Sinon, j'ai croisé Simon dans mon quotidien samedi. Hein? Ben oui, parce que Simon, t'étais invité quelque part. Oui. Veux-tu dire où t'étais? Oh. On peut, mais tu sais, j'ai l'impression que ça va sortir comme dans 1 an. Là, ben, justement, on peut en parler. Là. Oui, je suis allé faire un tour au l'after show de Predge. Ben oui. Sur frisson.tv. Exactement. Ça va être sur frisson.tv. Ouais. Je crois que, ouais, c'est quoi, c'est la 3e ou 4e saison? C'est la 3e saison, je crois. Comme The Mandalorian. Ah oui, la même chose. La même affaire. Fait que, oui, je suis allé faire un tour là, parler d'un film de requin et de cinéma d'action. Mm-hmm. Évidemment, j'ai pas dit tout ce que je voulais dire parce que j'étais un peu... C'est timidant. Oui, ben surtout que, tu sais, je suis arrivé, puis là, on va te passer tout de suite, OK? Puis là, j'avais préparé des affaires pour le film, puis finalement, c'était pas tant ça que j'avais à raconter. En tout cas. Fait que ça s'est passé vite, je suais comme d'habitude. Mais c'était le fun, j'ai eu du fun pareil. C'est le fun, puis le décor de l'after show de Predge est extraordinaire. C'est comme un faux club vidéo, puis, tu sais, Predge, il Predge, fait qu'il a mis
des cossins partout. Il a été quand même aidé par, je pense, l'accessoiriste, c'est le monteur de décor, c'est Jordan Saint-Louis, je crois son nom. Je connais son nom de prénom, mais pas son nom de famille. Puis c'est vraiment beau. Là. C'est vraiment, il y a du détail partout. Là. Il y a une vitre, il y a de la gomme là-dedans, il y a des cartes, il y a des magazines, il y a plein d'affaires. Fait que tu rentres là, puis là, c'est sûr que je peux imaginer que tu es devant la caméra, tu es devant Predge, puis 5 autres personnes qui te regardent. C'est un peu intimidant. Ouais. Moi, je suis arrivé pendant ton enregistrement parce que je fais un caméo d'un épisode. Et comme j'ai un show sur Frisson, c'était comme un beau petit clin d'œil en même temps. Et j'entendais Simon parler, mais je ne l'ai pas reconnu. Et Predge te posait des questions. Il dit, c'est quoi ton film qui t'a comme un peu... ton film de prédilection douteux, nanana. Et t'a dit l'âme absolue, puis t'as commencé à élaborer là-dessus. Puis moi, dans ma tête, ne sachant pas que c'était toi, je me suis dit, c'est qui ce poseur-là? C'est Simon Chénier qui a tout ouvert. C'est vraiment ces films-là. Et quand ils ont fait couper, je suis allé voir, puis c'était toi. J'ai dit, bon, finalement, qu'on lui redonne le crédit, Colin. Fait que Simon sera à l'after show, moi aussi, un petit caméo, je vous dirai pas c'est quoi. J'ai été maquillé. On a mis des photos sur Instagram, des mystérieux, si ça vous tente. Donc ça s'en vient sur la chaîne frisson.tv dans les prochaines semaines. Hey Simon, j'ai des messages vocaux. Tu veux-tu faire une des news ou tu veux qu'on les écoute avant? Non, on va faire des messages. À moins que tu aies besoin que Laurent soit là pour répondre. Il y a peut-être une question que je vais garder pour Laurent parce que je trouve qu'il peut élaborer dessus. Mais sinon, j'ai une première question qui est quand même assez intéressante. Puis toi, tu vas pouvoir... Ah, attends, tout ça pourrait être des affaires que Laurent pourrait répondre. Et oui, tu es le bord d'arriver, là. On va les garder. Ça te dérange-tu? On va les garder. Problème, on va attendre Laurent. Parfait. Vas-y donc. Fait que tu veux-tu que je peux te faire les sorties Blu-ray? Ben oui, on va se réchauffer, là. Ben c'est ça. Je regardais ce qui sortait cette semaine, puis il n'y avait pas grand-chose. Mm-hmm. Puis là, je me suis dit, ben écoute, je vais faire ceux qui sortent la semaine d'après. Ben ouais. Fait que... C'est des semaines de même, hein? Puis tu sais comment... mon timing, je trouve ça intéressant parce que tu sais, l'année passée que j'ai écouté tous les films de Jackie Chan, en tout cas une grosse partie, puis là, je suis comme full dans le cinéma de Hong Kong avec Sammo Hung puis plein d'autres. Ouais. Puis là, c'est là que les compagnies qui éditent des Blu-ray commencent à les sortir. C'est génial. Fait que tu sais, il y a une partie de moi qui est comme vraiment content parce que enfin, puis il y a une autre partie que ouais, mais là, je les ai toutes déjà vues. Fait que tu sais, je veux, mais bon. Tu découvres pas sur la nouvelle belle copie que tu t'es acheté. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est pas hey, je me plains. Il y a pire, pas, là. Ouais, on s'entend. Je me plains pas, mais justement, un des gros morceaux que j'ai vu et qu'on attendait, c'est le Police Story 3 Super Cup. Qui est avec Jackie Chan et Michelle Yeoh. Ah ouais. Donc, c'est un des meilleurs que j'ai vu. Puis là, j'avais bien hâte. Il sort en 4K chez 88 Films. Je vais vous faire... il y a un très long Google Translate. C'est bon. Je veux dire que si là arrive, je vais devoir t'interrompre par contre, juste pour le laisser rentrer. Parce que maintenant que j'utilise une source externe pour l'audio, le monde entend le beep que Laurent fait quand il arrive. Fait que, c'est pour ça que je le fais rentrer tout de suite. C'est bon. Donc, lorsqu'une dangereuse mission d'infiltration est nécessaire pour mettre hors service un baron de la drogue de grande puissance, le travail revient à l'homme assez intrépide pour entreprendre la tâche d'infiltrer le plus grand syndicat du crime et des stupéfiants du Pacifique, le détective Kevin Chang. La mission de Chang commence dans un camp de travail pénitentiaire où il est envoyé pour recruter un gangster nommé Panthère qui conduira Chan au frère aîné de Panthère, Chai Bat. Un baron de la drogue si puissant que les autorités pensent que sa capture réduira de moitié le commerce de la drogue en Asie du Sud-Est. Chan apprend qu'il ne sera pas seul dans cette mission lorsqu'il est rejoint par son nouveau patron, se faisant passer pour sa sœur. La directrice Yang, qui est aussi élégante que douée en arts martiaux. Mm-hmm. Afin de briser le syndicat, les deux détectives travaillant Excuse-moi, c'est parce que c'est tellement comme le mononcle qui dit un commentaire un peu houleux, puis il se reprend en disant « Ouais, mais elle est super bonne dans ce qu'elle fait aussi. » Ouais. Afin de... je t'ai rendu où? Les deux détectives travaillant sous couverture en tant que
Fu Chang et Hana, doivent combattre Chai Bat et son gang dans une série de batailles explosives dans et sur des voitures, des motos et enfin au sommet d'un train en mouvement après que Chan se balance sauvagement depuis un hélicoptère parmi les gratte-ciels de Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ouais. Donc, c'est ça, c'est le fameux film où il y a un train, il y a un hélicoptère, il y a Michel Yeoh qui jump sur le train en moto. Puis il y a beaucoup de cascades qui n'ont pas de bon sens. J'avais vraiment hâte. En fait, je pense que j'ai précommandé ce film-là peut-être l'automne passé. Oh wow, ça fait longtemps. Puis il a été comme retardé plusieurs fois. Puis là, enfin, grosse copie 4K. Il y a une version aussi juste Blu-ray qui est disponible. T'as dit c'était quoi la maison d'édition? Tu l'as-tu dit? 88 Films. 88 Films, okay. Qui est une compagnie qui était surtout en Angleterre ou en Europe. Mm-hmm. Puis là, qui commence à avoir du stock pour le marché américain. Dont ça. Je sais qu'il y a une autre compagnie en Angleterre qui sort la copie, en fait, le coffret de la trilogie des Police Story. Wow. Mais vu que Criterion ont déjà sorti les 2 premiers, je pense que c'est pour ça que là, il y a Elliott Films qui sort le 3 tout seul pour le marché américain. Je comprends. Oui, je voulais juste dire que c'est réalisé par Stanley Tong, qui a fait Rumble in the Bronx, qui a fait Super Cop 2, qui est la suite de ça, mais avec juste le personnage de Michel Yeoh, où je me souviens pas si c'est le même personnage, mais c'est elle la vedette. OK, fait que t'as Police Cop, puis t'as Super Cop. Check ben, moi, là, présentement, le film qui sort, je suis en train de parler de Police Story 3. Police Story, excuse-moi, oui. 2 points Super Cop. OK. Connu ailleurs comme étant juste Super Cop. OK. Puis là, ils ont sorti Super Cop 2. Qui m'en vedette Michel Yeoh. Je ne sais pas si c'est le même personnage, je me souviens pas, mais aussi, il a réalisé First Strike, qui est aussi connu sous Police Story 4. Et il a fait le film Monsieur Magoo. Non! C'est lui qui a fait le film Monsieur Magoo? Je comprends. C'est donc bien random. J'ai vu ça tantôt, j'ai fait comme, hein, what? J'avais oublié. Hey man, ça fait au moins 20 ans que j'ai pas pensé à ce film-là. Ouais, puis là, à cause que c'est Stanley Tong qui le fait, je suis comme, ben, écoute, je suis comme curieux, je veux le voir. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il a fait? Mais tu sais que moi, j'avais une théorie envers Monsieur Magoo quand j'étais jeune. Hein? Les dessins animés de Monsieur Magoo. Ma théorie, là, puis j'étais cave, j'étais jeune, j'étais comme, il le sait, là, il le voit, il fait juste chier le monde. C'est comme si c'était volontaire ce qu'il faisait. Une personne qui fait pas chier le monde, c'est notre ami Laurent Boutin qui est présent. Salut, Laurent. Salut, wow. Wow, baisse ça, mon Laurent, baisse ça. T'as mis ton boost, hein? Ben oui, ça paraît. OK, c'est bon. Vas-y donc. Salut. Oui, salut. Oui. Bon, ça va mieux? Tu fais toute une entrée, mon Laurent. Toute une fois. Là, en plus, je suis arrivé vite, là, j'étais pas prêt. Ben oui, c'est ça. Ben, je te fais rentrer maintenant parce que les gens entendent le petit boubou quand tu te connectes comme j'utilise une source externe. Fait que pour enregistrer le podcast. Mais ma théorie, c'est ça. Je disais à Simon Chénier que M. Magoo était au courant de ce qu'il faisait. Il fait juste jouer l'épée, mais c'est un agent du chaos. Quelqu'un qui joue un épais, mais qui est un agent du chaos. Oui. On a Laurent Boutin qui est arrivé. Salut Laurent. Je sais pas si j'aime ça, mais en même temps, je m'identifie un petit peu à M. Magoo. Ouais, quand même, au niveau de la vision, en tout cas. Mais de la façon que j'ai pensé, je m'en allais dire quelqu'un qui n'est vraiment pas M. Magoo, Laurent Boutin. Mais après, je me suis dit, ben non, parce que je suis sûr que Laurent, il va dire, je m'identifie à M. Magoo. C'est parce que la psychologie de M. Magoo ne peut pas s'expliquer seulement avec son myopisme. T'sais, d'après moi, il est un peu épais si c'est pas volontaire. Parce que tu peux pas juste pas voir, mais être aussi clueless que ça. Je suis désolé, là, mais... à un moment donné, je connais vraiment peu de choses à M. Magoo pour m'avancer plus que ça dans le lore. Hashtag gère-toi, et dans la psychologie. Ouais. Je l'ai pas vu, le film avec Leslie Nielsen. C'est à l'avant tout une série de dessins animés. Mais personne n'a vu le film de M. Magoo, mais c'est parce que Simon vient nous apprendre que le réalisateur. Oui, le réalisateur, c'est Stanley Tong, qui a fait Rumble in the Bronx et Police Story 3 et Super Cop 2 et First Strike, Police Story 4. Fait que là, je suis comme,
Pourquoi? Ben, j'imagine donc que le film de Monsieur Magoo a des cascades de malades. I guess. Ouais, Faut falloir que j'enquête. Leslie Nielsen Je sais pas s'est si- cassé le pied en tournant Monsieur Magoo, puis il s'est mis genre une espèce de truc de caoutchouc par-dessus son plâtre. Ah ouais, Ah ouais, ok, c'est ça qui on est le voit dans le générique. On le voit dans le générique à là. la fin qu'il monte. Là. Ouais, pendant qu'il y a une toune qui joue, que c'est lui qui chante. OK, Wow. on continue. Wow, je sais ce que je vais faire en sortant d'ici. Sinon, ben, justement, en parlant de Jackie Chan, il y a Shout Factory qui sort leur Jackie Chan Collection Volume 2. Wow. Donc, c'est les films qui datent de 83 à 93. Je vais passer rapidement quand même, là, mais il y a Winners and Sinners, il y a Wheels on Meals, qui celui-là est excellent. Gros combat à la fin dans un château. J'ai pas vu ça. The Protector, qui est genre sa deuxième tentative de percer dans le marché américain, puis c'est un film. C'est un policier de New York là-dedans. OK. Puis c'est pas super parce que c'est réalisé par un réalisateur américain, puis je pense qu'il comprenait pas Jackie Chan. Mm. Et puis après, Jackie Chan, il a dit « Moi, je vais en faire. » Les films policiers, puis là, il a fait Police Story 1. Fait que, hein? Bon. Ah ouais. Il y a aussi Twinkle, Twinkle, Lucky Stars. Il y a Harmore of God et Harmore of God 2. Donc, c'est deux Indiana Jones. Là. Ouais, des genres de version Wish. Là. Ouais. Mhm. Mais c'est Jackie Chan. Fait que je suis Ah! pas prêt à t'addire. Ouais, OK, c'est ça, oui, les je comprends. versions Wish. C'est ça, ouais. Il a failli mourir aussi en tournant le premier. Fait que, Colin. il y a aussi Crime Story que j'avais bien aimé et City Hunter qui est basé sur un manga. C'est là-dedans qu'il se bat contre Gary Daniels qui porte le costume du gars rouge dans Street Fighter. Donc, voilà. Je viens de finir le premier City Hunter. Ils sont en train de ouais. rééditer des astis de grosses, des volumes triples, genre, en grand format. Puis je savais même pas qu'il y avait un film. Puis encore moins que c'était avec Jackie Chan. Je suis très intrigué. Je vais checker ça. Agréablement surpris. Ouais. Sinon, il y a une sortie pour notre boy Bruce Campbell. Ah ouais. Le film Terminal Invasion de 2002 qui sort sur Kino Lorber. Voici le Google Translate. Des extraterrestres déguisés en humains réquisitionnent un aéroport rural pendant une tempête de neige. Ah, pas bien. Pour survivre, les personnes piégées à l'intérieur doivent déterminer laquelle des leurs n'est pas de cette terre. Donc, voilà. Il y a un intrus parmi les otages. Je vois. C'est réalisé par Sean S. Cunningham, que c'est lui qui a fait le premier Friday the 13th, puis qui a produit toutes les autres, puis il a fait le film Spring Break et Deep Star 6. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Non. Okay. Puis, un autre film qui sort, en fait, c'est un triple feature, donc 3 films sur... un genre de coffret, là, qui s'appelle Tree Between the Sheets, qui est c'est 3 films érotico-thriller. Ouais. C'est Severin qui sort ça. Il y a le film Ecstasy de 84, il y a le film Black Venus de 83 et Melody of Passion de 86. Écoute, j'ai vu aucun... Non, c'est pas vrai, j'ai vu Ecstasy, puis c'était plate. Mais écoute, je vais l'acheter quand même, puis on verra. C'est réglé. C'est réglé. Est-ce que les films sont reliés entre eux ou c'est un coffret thématique? Ça n'a pas l'air. C'est thématique, puis ils disent que c'est... OK, 80s fantasy with 2 softcore classics. Écoute, des classiques, je suis pas sûr. J'ai jamais vraiment vu ça. Ça se frotte pas mal. C'est ça que ça il y en veut a dire. 2, puis ils disent qu'en bonus, il y en a un 3e. Fait que le 3e doit pas être super. Écoute, je me plaindrai pas. Sortez-en des thrillers érotiques en Blu-ray. Je vais être bien heureux. Fait que c'est pas mal ça dans les sorties Blu-ray. C'est sûr que je vais avoir le coffret de Jackie Chan. J'avais été un peu déçu du volume 1, pas par le contenu, mais le contenant. Qu'est-ce que ça veut dire? La pochette était pas belle? Le coffret était pas La pochette est correcte, mais tu sais, pour célébrer Jackie Chan, je pense que tu as besoin de quelque chose de massif. Puis là, c'était juste comme, tu sais,
les Blu-ray là, ou les coffrets DVD à 50 disques. Ouais. Pas 50 disques, mais 50 films sur genre 14 disques. Ça donnait un petit feel de cheap un peu. C'est pas fun, ça. Fait que j'étais un peu déçu, mais écoute, c'est quand même Jackie Chan. Yep. Puis on peut pas se plaindre. Les films seront bons. Exact, c'est ça. C'est ça l'important. Puis je trouve que la sélection du volume 2 me parle plus que celle du volume 1. Mais en même temps, c'est parce que je ne connais pas tant ces films pré-80. Fait que il me reste ça à explorer, disons. Mais j'ai hâte de revoir ceux-là dans une bonne qualité. Excellent. Voilà. Merci Simon, merci beaucoup. Hey, Laurent, on t'a attendu pour écouter les messages vocaux cette semaine parce que au moins 2 des 3 messages, tu vas pouvoir y répondre. Je vais commencer par le premier. Ça, j'aurais pu le faire jouer tantôt, pas qu'il n'est pas pertinent, mais on n'a pas besoin particulièrement des skills de Laurent pour adresser la question, mais je vais le faire jouer pareil. Salut les mystérieux, c'est Étienne. Je voulais juste vous remercier parce que suite à votre chronique sur Catwoman Lonely City, que vous m'avez super bien vendu, j'ai été la lire. Et j'ai adoré ça. J'ai passé un excellent moment. Je n'ai pas été déçu. Donc, mission accomplie en ce qui vous concerne. Continuez votre beau travail. Yes. Yeah. Et voilà. Yeah. On y a fait les de quoi? Oui. D'ailleurs, il a aussi lu toutes les Immortal Hulk. Oui, c'est vrai. Oui. Ah, wow. Puis d'ailleurs, sur le Discord des Mystérieux, cette semaine, quelqu'un disait qu'il trippait. Ah oui, c'est Monsieur Chuck qui a commencé à lire puis il dit qu'il trippe Immortal Hulk. Il y a un omnibus, je pense, qui sort cet été. D'ailleurs, si vous voulez avoir toute la compilation des Immortal Hulk. C'est qui déjà le Al Ewing. Al Ewing, merci. Donc, je pourrais renvoyer la balle à Étienne, puisque avec toi, Simon, vous avez parlé récemment du film Nez Rouge et vous l'avez assez abondamment blasté pour que j'aie pas du tout le goût de le revoir, ce qui est la bonne chose. Donc, merci, mission accomplie en ce qui vous concerne. Ouais, dans Noël chez Isidore, d'ailleurs, dans Noël chez Isidore, dernier épisode, vous parlez d'un spécial de Pâques qui n'est pas un spécial de Pâques. Là, c'est plus un spécial de Noël, mais c'est sur la naissance, c'est sur la nativité. La nativité. Jésus, Jésus, Pâques, tout ça. C'est la même affaire. C'est ça. Pâques sous l'angle Noël, c'est la nativité. C'est ça. Début et la fin. Le deuxième, je sais pas son nom, mais c'est un nouvel auditeur qui dit qu'il a commencé à écouter des archives de nos shows et il a eu une très bonne question pour nous. Écoute bien ça, Laurent, parce que je pense que tu es vraiment la personne outillée pour pouvoir répondre. Salut les mystérieux, je passe la mop dans un hôpital en écoutant tout votre back catalogue. Nouveau fan. Petite question, est-ce que vous trouvez que la BD québécoise est montréalocentriste? Montréalocentriste, ça m'a mal coupé, mais c'est ça qu'il posait comme question. Et là, on va mettre Laurent sur la scène. Vas-y, Laurent. C'est une question de fond avec... Moi, je ferme mon micro, je te laisse. Oui, c'est ça, il veut pas se mouiller. Je sais pas, en fait. Bonne question. Bonne question, hein? Sois crampé. Sans doute que oui, mais c'est sûr que je pense que moi-même étant très montréalo-centré dans ma vie, peut-être que je m'en rends pas compte, mais je pense que oui, fort probablement. C'est vrai qu'il n'y a pas... Je pense quand même qu'il y a des récits, il y a beaucoup de BD qui se passent, mettons, à Québec, mais... Pas à Québec? Mettons. Même pas à Québec, c'est pas tant que ça à Québec, là. On va se le dire. Mais Montréal est des fois sous-entendu. Tu sais, dans le sens que White Horse puis Ville et Misérables, tu comprends qu'ils sont dans la région de Montréal. Ouais. Puis, tu sais, même, mettons, la Méduse de Boom récemment, c'est quand même, je pense pas que c'est nommé, mais c'est comme Montréal. C'est Montréal, même U-Town, ça se passe pas à Montréal, mais ça se passe à Montréal, on va se dire. Fait que, sans doute que c'est quand même, tu sais, puis il y a dans tout ça quand même peu de récits, comment je dirais ça? Qui se passe en région. Ouais, de région, de campagne. Comme, tu sais, je pense qu'il y a peut-être une plus grande diversité dans notre cinéma québécois de ce côté-là. C'est vrai que la BD, pour l'instant, est plus citadine, mettons, au moins. Donc, forcément, peut-être plus montréalaises. Les autrices, les auteurs sont ici, les éditeurs, les éditrices aussi. Donc, il y a peut-être ce phénomène-là sous-jacent. Tu sais, quand tu as le nez collé dedans, tu le vois pas nécessairement. Il y a pas la dernière de Caton, il me semble, ça se passe à Trois-Rivières. Oui. Mais encore là, c'est dans le quartier, le fameux quartier fictif Tiki de Trois-Rivières. Fait que je sais pas si ça
compte comme il se passe à Trois-Rivières. Là, je veux pas Chanson Noire aussi qui se passe en campagne, mais on sait pas. Ah oui, c'est vrai, Chanson Noire. Ouais, c'est vrai. Mais le fameux quartier Tiki de Trois-Rivières, je veux tellement qu'il existe. Là. Ah ouais. Tu sais, ça serait le fun, tu sais, qu'on va à Trois-Rivières puis il y a vraiment un quartier Tiki. C'est comme extrapolé parce qu'il y a un motel Tiki, un fameux motel Tiki à Trois-Rivières, mais je pense que c'est là toute l'étendue du quartier Tiki de Trois-Rivières. Je pense que Caton est vraiment parti sur un principe de what if si on étalait ça à tout un quartier. Mais écoute, je te donne quand même pas mal raison. Ouais. Que c'est Montréal-centré, mettons. Ouais. Après... Je ne saurais en tirer de conclusion. Parfait. Ouais, c'est une bonne réponse, ça, Laurent. Est-ce que c'est moins... je sais pas. Non, c'est une bonne réponse. Je pense que tu n'as pas besoin de faire un jugement de la valeur là-dessus. Là. C'est la question. Non, c'était pas de valeur, mais c'est plus que, tu sais, je pense que les gens aiment ça, mettre des choses qu'ils connaissent dedans, tu sais. Ouais, c'est comme naturel. Dans leurs œuvres, ouais, ça devient naturel, puis ça devient le fun de tu sais, tant qu'à dessiner un décor, que ça soit basé sur des vraies affaires qui te sont familières. Mais... C'est pas Truffaut qui disait que la première œuvre, c'est l'autobiographie, là. Ça se peut, ouais. Fait que, tu sais, souvent, les puis le troisième, c'est la somme de toutes ouais, c'est ça, peut-être. C'est quoi le deuxième, non? Je sais pas, le train de la gare. Là, il en parlait à des sidérés, hein, c'est ça, François Truffaut. Oui, il y a de passage là une couple de fois. Il va souvent, Colin. Ils sont connectés, les gars et les filles. Pour un gars mort, il va quand même souvent. Il se laisse aller, hein. En tout cas. Ce qui est bien, c'est que maintenant que on se rend compte de ça, ben là, on peut voir que il y a plein d'autres endroits à exploiter pour de la bande dessinée québécoise. Absolument. J'en veux une qui se passe à Percé. Ouais. J'en veux dans, tu sais, Sherbrooke, I guess. Quand est-ce qu'on voit Sherbrooke dans notre cinéma ou à TV? Jamais. C'est très rare. Il y a Carl J'essaie d'en trouver, mais... Il y a Carl Picard dans le chat qui dit il y a plusieurs créateurs de BD importants à Québec. Oui, il y a une grande communauté de BD, de BDistes qui viennent de la ville de Québec, puis on en a plusieurs dans nos amis qui étaient de Québec, qui sont maintenant à Montréal. Je pense que c'est au niveau du storytelling et où l'histoire est campée, en fait, que la question à quoi faisait référence. Ben, c'est vrai. Encore là, tu sais, il nomme Paul Bordelot, Richard Vallerand. C'est vrai que c'est des auteurs dont les récits se passent à Québec. C'est ça. Tout le monde se base un peu sur son propre vécu. Moi, je répondrais qu'il y a une certaine BD, où il y a eu une certaine BD qui était peut-être montréalocentriste. Je pense que ça tend à changer, ou peut-être c'est les premiers coups. Tu sais, comme je pense à des maisons d'édition comme Papa, peut-être que leur premier volume était peut-être montréalocentriste. C'est peut-être ça qui donne le ton, je sais pas. Le Fronfra aussi. Je sais pas. Mais c'est une bonne question. C'est la première œuvre d'un auteur, c'est un peu autobiographique. Tu écris ce que tu connais. Puis, exact. On a plein à Montréal. Mais on va aller à la troisième et dernière question qu'on a reçue d'un auditeur français. Salut les mystérieux. C'est Colville, quelque part dans le nord de la France. Aujourd'hui, j'ai une question. Alors moi, j'ai toujours lu des BD depuis très jeune. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main, Mickey, Picsou, puis fait Hercule, parfois le journal de Spirou, les Tortues Ninja. J'empruntais tout et rien à la bibliothèque. J'ai lu Dragon Ball, Candy et puis Akira quand le manga débarquait timidement en France. Mais il y a un moment clé dans mon parcours de lecteur et dans ma geekitude, celui où je tombe sur un album relié de Ghost Rider. C'était parfait pour moi quand j'étais ado à 12 ou 13 ans. J'ai été fasciné par le dessin fou de Marc Texeira. Pour moi, il y a un avant et un après. Je me suis mis à dévorer du comics à fond et surtout, ça a marqué ma prise de conscience des auteurs. D'abord des dessinateurs, mais aussi ensuite des scénaristes. Alors qu'avant, j'étais un lecteur un peu passif, disons, tout mon rapport à la BD a été changé à ce moment-là. J'ai senti que là, je commençais à exprimer mes propres goûts, qui ont certes bien évolué depuis ce premier comics, mais quand même, à ce moment, il s'est passé un truc. Et donc, ma question pour vous, c'est celle-ci. Avez-vous, chacun d'entre vous, un souvenir de ce genre dans votre parcours de lecteur? Voilà, c'est ma question pour aujourd'hui. Des bises à tout le monde. Bonne question.
Je vais retourner la question vers vous. Est-ce que, Simon, t'as une réponse? Je pense que oui. Mais je sais que quand j'ai switché au comic book américain avec le super-héros et tout ça, parce que c'est en lisant Punisher meets Archie. Oui. Que j'achetais du Archie, tu sais, puis avec ça, j'étais au courant que ça existait, mais tu sais, j'en lisais pas. Puis là, j'ai vu ça, j'ai fait comme, hey, écoute, je vais checker d'autres affaires. Spider-Man, ça a l'air le fun. Les X-Men, tout ça. Fait que je tombais un peu là-dedans avec ça, mais tu sais, je pense qu'avant, j'étais beaucoup BD européenne. Les grands classiques, puis un moment donné, j'ai eu une passe Journal Spirou, là, avec le petit Spirou, Garage Isidore, les choses en blanc. Là. C'était quoi déjà? Les femmes en blanc. Les choses en blanc. Non, mais c'est parce que je mélangeais avec... je pensais que c'était les infirmières en blanc, puis je trouvais que ça avait aucun sens. Fait que... Tu as mélangé avec les tuniques bleues, probablement, dans ta tête. Ah, peut-être, ouais. Puis j'étais un grand fan de Soda. Oui, Soda. Oui. Soda fait un comeback cette année, il paraît. Ben oui, c'est What? ça. Oui. Ouais. Ben Soda. Laurent, tu dois en avoir 25? C'est plus flou pour moi, tu sais, toute la BD, parce que ça prédate mes souvenirs, mettons, là. Que je suis un lecteur de BD aussi. C'est ça, c'est sûr que j'ai commencé plus franco-belge avec Tintin et Astérix. J'ai aussi quand même le souvenir pour le comics. Moi aussi, c'était pas ni un Ghost Rider ni un Spider-Man, c'était un Hulk de chez Héritage. C'est le numéro 278. Oh fuck, tu sais le numéro. J'ai un peu googlé, je me rappelais du titre. J'ai fait ça pendant que Simon répondait. Moi, je vais aller googler pendant que tu réponds. Ouais, c'est ça. C'était un numéro de Hulk où il se faisait donner l'amnistie par le président américain. Puis là, il y avait comme tous les autres super-héros Marvel qui le célébraient. Wow! Puis là, j'étais comme, wow, qui sont tous ces gens? C'est donc bien fascinant. Incroyable. Ça a été un peu mon premier touch avec l'univers des super-héros. C'était un des comics. Moi, j'ai eu cette introduction-là chez le barbier de mon père quand j'étais petit. Il s'appelait Chez Alain. C'était ici à Montréal, sur Rosemont. C'est encore un barbier, mais c'est plus le même. Là. C'était comme Rosemont, entre Saint-Hubert. Oui, il y avait des revues de fesses. Chez le barbier de mon père. C'était assez, il y avait ça aussi. J'ai été aussi introduit à Hulk et aux revues de fesses. C'était bien. Ben là, voilà. Une bonne éducation. Puis aussi avec ce dont il parlait dans le message, les Piff et Hercule. Écoute, j'ai au moins ce souvenir-là que ça me vient de ce numéro et ce moment-là. Je le possède encore, d'ailleurs. Moi, Après ça... Moi, j'ai pas un numéro ou une BD en particulier. Tu sais, quand j'étais jeune, je lisais le Scrameustache, les Schtroumpfs. Laurent et moi, on est des grands amateurs de Schtroumpfs. Pas les Schtroumpferries, là, les Schtroumpfs. Pas les gags de ces affaires-là. Quand c'était pur, là, quand Peyo était là. Tintin, bien sûr. Puis quand j'en ai déjà parlé à l'émission, mais quand j'étais extrêmement jeune, mes parents avaient acheté des figurines de DC Comics. Je pense que c'était des Batman, des Superman et compagnie. Et il y avait des versions miniatures de comic book qui venaient avec les figurines, donc qui étaient dans le plastique, entre le carton et le plastique. Et la forme du fascicule, du pamphlet me fascinait. Il y avait de quoi là-dedans que je trouvais vraiment beau. C'est pour ça que même si j'achète pas de single, je trouve que l'objet comme tel, il est le fun. C'est un vieux comic book. Mais je pense que si pour faire une référence très vieille, quand j'ai vu ce que la BD était pour vrai, ou ce qu'elle pouvait être, c'est l'époque de Civil War, début 2000, 2005 à peu près, avec Brian Michael Bendis et tout ce qui s'est passé avec Civil War, parce que pour moi, j'associais ça beaucoup à de la tapoche, puis le côté très typé qu'on connaît du comic book américain. Mais là, je voyais que ça pouvait être autre chose. Donc, c'est pas surprenant aujourd'hui quand on regarde des films du MCU. C'est beaucoup basé sur cette période-là, puis ce qui a suivi après, parce que pour moi, il y a eu comme un shift. La BD s'est cherchée dans les années 90. Ils voulaient comme être pour un public plus adulte, revamper un peu leur approche, plus moderne, mais ils se sont perdus. Ils se sont retrouvés pour moi dans les années 2000. Et cette série-là, à jadis, m'avait mis sur le cul. Je trouvais ça malade. Je capotais bien raide. Fait que c'est vraiment là où j'ai commencé à triper différemment sur la BD américaine. Mais sinon, j'étais le grand schtroumpf. À un moment donné, il faut falloir qu'ils comprennent, là. Arrête de partir pour 3 jours, ça... Mais oui. Bordel pogne quand tu t'en vas, là. Arrête, esti. Ouais. En tout cas.
Maudit Mais il n'y a pas de gardienne, c'est ça son problème. Ben oui, ben là, qu'il en fasse une. T'es un magicien. Regarde. C'est vrai? C'est vrai. Hey, vas-y donc, Laurent, qu'est-ce que t'as comme nouvelle, toi? C'est ça. Merci à tous ceux et celles qui nous ont envoyé un message juste avant, je vais vous donner l'adresse. C'est speak.pip.com/mystérieux E, donc MYSTERIEUXE pour nous envoyer un message vocal, questions, commentaires. C'est pas juste ça peut pas être juste des questions comme nous envoyer, on vient de passer. Ça peut être comme Étienne qui nous a remercié. N'hésitez pas à en envoyer durant la semaine, puis on risque de le faire jouer durant le show du lundi. Excuse-moi, Laurent, qu'est-ce que tu disais? Ou ce que tu allais dire? Je disais que ça tombait bien qu'on avait des questions parce que j'avais une petite semaine de nouvelles. Correct. Moi aussi, j'ai de la misère d'en trouver. Mais j'ai quand même vu une nouvelle passer très nerd sur Kotaku que on a retrouvé l'audio original de l'enregistrement du fameux Wilhelm Scream. Ah ouais, shit. Ouais, fait que c'est comme un gars qui travaille un engineer audio, un audio engineer, ingénieur, I guess, du USC, donc de l'Université de Southern California. Il s'appelle Craig Smith, qui est en train de trier des archives sonores dont il avait hérité là, plein d'affaires de sons, d'effets spéciaux, puis tout. Puis il a retrouvé un extrait audio de 39 secondes où on entend l'acteur Sheb Woolley, l'auteur original du Wilhelm Scream, essayer différents cris avant de nailer celui qu'on connaît et qui est omniprésent dans la culture populaire. Fait que... Ça, c'est le cri qu'on entend partout, là, dans Star Wars, dans plein de films qui est utilisé. Ouais. C'est comme un... Celui qui fait... Ouais, c'est ça. Ah, ça fait de l'écho, ton nouveau gadget. Ouais, ben c'est parce que tes sons, il faut que tu baisses le son de tes écouteurs. Il fait pas d'écho quand tu fais pas d'écho en ce moment. Mais fait que c'est ça, si ça vous intéresse d'entendre comme les essais-erreurs, puis il y a une petite voix derrière qui est comme non, mais c'est plus comme vraiment un cri, là, plus c'est pas là, c'est comme de la douleur et de la surprise. Tu sais. Je viens de catcher que tu voulais dire, c'est parce que j'ai répété le cri. C'est que je t'épais. Ok, continue. Ouais, je suis pas tout le temps vite. Voilà. Oui. Mais c'est tout. Y a-t-il des extraits en ligne? Est-ce qu'il a mis des extraits en ligne? Oui, on peut écouter, c'est ça. C'est cool, là, c'est 39 secondes, mais si ça vous intéresse un petit peu ce genre ce behind the scenes, c'est fascinant. Là, je me suis comme perdu dans un trou d'Internet. J'étais comme, mais là, si l'acteur s'appelle Sheb Woolley, là, comment ça s'appelle le Wilhelm Scream? Puis là, je suis comme... C'est celui qui a participé au Clown du Carrousel? C'est Boulé. Giboulé? Giboulé. Ah, mon Dieu. Ça doit être le même. Par contre, le cri, ce fameux cri date de 1951. Fait que Giboulé, il doit être vieux. Ouais, il doit être... ouais. Ben, c'est le cri fait quand il est né. Ouais, c'est ça. Ouais, merci. C'est malade. Merci, Laurent. Ce lore n'arrête pas de... On devrait changer la page Wikipédia pour dire que c'est Giboulé. C'est mais personne qui va rien comprendre. Simon? Oui, je peux. Ce que je pensais, c'était à toi. Je peux y aller avec des nouvelles rapides si vous voulez. C'est parce que je voulais pas trop passer de temps sur moi, parce que j'ai passé les extraits sonores, mais c'est comme vous voulez. Ah non, je peux y aller. Écoute, je peux vous parler. Je voulais parler de la Lambada, le deuxième film, mais là Gauthier est toujours pas là. Fait que non. Non, vous manquez tout le temps. Oui. Sinon, j'ai écouté. J'ai découvert un nouveau film fait par. Comment dire? Tu sais, le cinéma. Par les gens qui décident de faire un film sans qu'il y ait... Ces gens qui ont de l'argent, là, tu veux dire. Ouais, ou pas nécessairement de l'argent, mais de la volonté, même s'ils n'ont pas beaucoup de talent. Là, j'ai écouté le film Born into Mafia. Qui est un film par Vitaly Versace. Lui, j'avais déjà parlé d'un de ses films qui était The Last Vampire on Earth, qui était un film... c'était comme un Twilight, mais qui parlait plus du sida et des témoins de Jéhovah. Là, il a fait un autre film qui s'appelle Born into Mafia en 2007. L'histoire, en gros, c'est... le fils d'un
boss de mafia, la mafia russe, qui ne veut pas être dans la mafia. Il ne veut pas tuer les gens. Fait que là, il dit, OK, ben moi, je veux aller aux États-Unis vivre une autre vie. Puis là, son père, il est comme, non, j'ai fait ça pour toi, tout te revient. Puis là, il dit, non, je veux aller en Amérique. Puis là, cette scène-là, elle dure vraiment trop longtemps, mais finalement, il s'en va en Amérique. Le père, lui, se fait tuer par son frère, et là, le frère veut aller tuer le fils, donc il s'en va en Amérique. Puis, pendant ce temps-là, le fils qui se fait des amis en arrivant et rencontre une fille dans un centre d'achat. Ça prend comme... c'est la première fille avec qui il parle. Ils ont une date, après il la demande en mariage, ils vont se marier. Tout ça ne sert pas à grand-chose parce qu'au final, je pense que 75% du film n'était qu'un rêve. Ah non, on va chier. 75% du film. Ouais, à partir du moment où je pense qu'il demande la fille en mariage, ou que l'oncle arrive aux États-Unis, puis l'oncle, il s'en prend aux nouveaux amis de notre héros. Mais tout ça, c'était pas vrai. Puis, tu sais, on dirait que j'ai comme manqué 2 secondes, puis je comprenais pas la fin. Il a fallu que je recule. Puis là, j'ai fait que, OK, c'est comme un rêve, finalement. C'est honteux. Puis bon... Ça date de quand, ça? 2007. Non, on avait déjà plus le droit de faire ça. Non, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Oh là là, OK. Juste mentionner aussi que l'acting est incroyablement mauvais. C'est rare que j'ai vu de quoi aussi médiocre. Puis tu sais, c'est parce que aussi la prise de son est pas bonne. Ils ont, tu sais, notre personnage principal, il a un accent, fait que des fois, c'est pas clair qu'est-ce qu'il dit. Il y a même des fois où il va s'enfarger dans une phrase, puis il la reprend pas. OK. Comme la fois où tu sais, à un moment donné, il apprend que son père est mort, puis là, il dit sa nouvelle femme, comme, comment il dit ça? Je vais essayer de le traduire et de l'acter en même temps. Il dit, il y a quelques... non, mon père est mort, je veux dire, il s'est fait tirer. Tu sais... Moi, quand je me suis trompé et j'ai dit Cliff au lieu de Cliff, on est live to take. Hein? Ouais, il y a pas d'excuse. Là, il y a une excuse. Lui, il n'y a pas d'excuse. Non, il aurait pu la reprendre facilement. Là. Ben non, c'est ça. Une caméra, c'était pas 35 mm, tout ça. Puis aussi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, c'est que c'est ça, quand il arrive aux États-Unis, il y a un gars qui l'accueille, qui est comme un pen pal, genre il s'écrivait avant qu'il arrive aux États-Unis. Ouais. Puis ce gars-là, ben, il fait rencontrer sa famille et tout ça. Puis là, plus tard dans le film, ce gars-là, il est juste filmé de dos et c'est clairement quelqu'un d'autre. Puis à la fin, il revient. Fait que je sais pas ce qui s'est passé. Il a pas pu être là les journées qui avaient besoin de lui. Le chèque a balancé. Ouais, fait que... je vous le conseille fortement si vous aimez le cinéma de Neil Breen, de Tommy Wiseau, de Matchstick Flame que j'ai parlé l'autre fois. Sure. Je pense que... Est-ce que le réalisateur en a fait d'autres? Oui, il en a fait plusieurs. Nice. Beaucoup. Oui. Je suis en train de regarder, là, et son Aladdin m'a l'air particulièrement épique. Il y a un Aladdin. Il a fait un Aladdin. Puis je sais que j'en ai un autre là, que je pense que je vais peut-être écouter ce soir là, si je file pour, là, mais non, c'est à fouiller un peu. Mais c'est sûr que c'est pas, comment je dirais, c'est pas le film que je suggère à des amateurs. Mm-hmm. Faut être un petit peu habitué. Ouais. C'est ça. De ces films-là parce que c'est pas facile. C'est ça. Manger du bleu là, avant d'aller vers le gros fromage dégueulasse. Ouais. C'est ça. Mais heureusement, le film dure même pas 1h20. Fait que ça passe vite. Il y a même un Born into Mafia 2. Hey, c'est facile. Ouais, oh shit, il y a un verse. Wow. Ouais, il y a un verse. C'est même pas lui qui le réalise, mais il le produit. Écoute, je suis... j'ai hâte. Je veux tout voir ça. Dans le chat, c'est Danny Ménard qui dit son Aladdin a l'air d'un Aladdin versus Jésus. Say no more, say no more. Ouais. Ben, je voudrais dire à Danny que c'est parce que j'ai vu qu'il passait pendant le
Quarantine Movie Club. C'est lui qui a repris le flambeau. Okay. Puis il passait hier, puis quand j'ai vu qu'il passait, je savais que je pouvais pas me joindre à eux parce que c'était un peu trop tard, mais je me suis dit, hey, je vais l'écouter quand même parce que ça fait un bout qui est dans ma liste. Puis je l'ai pas regretté. Fait que merci, Danny, de m'avoir rappelé que ça existait. Sinon, je voulais en profiter que, vu que Laurent il est là, puis je pense qu'on n'a pas parlé la semaine passée, mais on a écouté, moi et Laurent, 3 films de Jean-Claude Van Damme il y a 2 semaines. 3 d'une shot. Ouais. Puis je voulais savoir, Laurent, comment j'ai digéré ça? Ouais. Écoute, je me sens étrangement bien avec tout ça. J'en ai pas parlé au show, mais j'en parle abondamment. Y a-tu une fuite de gaz pendant l'écoute? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ben, on dirait qu'il s'est passé une catastrophe. Non, en fait, j'essaie de me rappeler quand est-ce qu'on en est venu à qu'on parle ensemble que je connais absolument rien à Jean-Claude Van Damme puis que c'est comme ben là, faut régler ça. Il me semble que c'est genre à la fête à Jake de l'année passée. Là. Je sais plus pourquoi on parlait de ça. Fait que c'était comme un projet qui était en suspens depuis un moment. Parce que c'est vrai que j'ai pas cette culture-là de film d'action tant que ça. Moi. C'est quelque chose que j'avais pas dans ma jeunesse. Comme le câble. Ouais, mettons, mais ça avait pas l'air des films de câble tant que ça, ceci dit, mais... Mais là, on a écouté Bloodsport, Hard Target et Sudden Death, qui est le film son Die Hard dans une arène de hockey. Sure. Ouais. Mais je pense que Hard Target est le meilleur film des 3. Sa molette? Avec la molette. Ouais, c'est aussi John Woo. Fait que c'est comme 2 choses en même temps que tu veux voir. Un film de John Woo puis un film de Jean-Claude. Bon point. J'avoue que j'ai tout aimé, mais que celui qui me reste le plus, c'est Hard Target. Genre, je suis content d'avoir tout vu. Je comprends, j'ai l'impression d'avoir vu un grand éventail du personnage qui est Jean-Claude Van Damme. Par contre, Hard Target, je pense que je vais le revoir plus que les autres. Genre, j'ai capoté. Mais est-ce qu'il a fait la split d'un des 3 que tu as vu? Dans les 3. Dans les 3? Au moins dans Bloodsport. C'est sûr. Je sais que dans Sudden Death, il me semble, il fait pas tant d'arts martiaux. Donc, il y a plus des one-liners cheap et des morts un peu bizarres, là, comme avec un pilon de poulet là, qui rentre dans la gorge de quelqu'un. Ça, c'était fort. Mais Hard Target, écoute, moi, le bout où il punch un serpent d'en face, ça, c'est hot. Puis le bout où il fait un clin d'œil à un pigeon, là. Je veux dire, c'est le 7e art, là. C'est magnifique. C'est très, très le 7e art, là. C'est ça, si j'ai bien compris, c'est le premier film américain de John Woo. Puis je pense que, en tout cas, c'est ça l'affaire. C'est que je suis je suis pas trop familier avec John Woo non plus, tu sais, je pense que j'ai genre vu Face Off puis Mission Impossible 2, là. Je connais pas son stuff de Hong Kong, tu sais, fait que je sais pas à quel point il a changé sa game quand il a traversé, mettons, là. D'après moi, pas tant que ça, mais je pense qu'il est arrivé avec un agenda de genre, je m'en vais impressionner le monde. Tu n'aurais jamais vu ça. Ouais. Mais je pense que John Woo, son stock américain, tu sais, il est épique, il est grandiose, mais il est moins non-stop action qui a aucun bon sens comme ces films de Hong Kong. Hard Boil, puis c'était quoi l'autre? The Killer, je pense que c'est quand même impressionnant. La pure magie du cinéma qu'il y a dans ces films-là est pas mal plus grande que dans son opus américain. Ce que tu me dis, c'est que américaine. Il y a moins... Ça va plus vite que tous les ralentis qu'il y a dans Hard Target. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, il y a des ralentis, mais il y a aussi tellement de gonnage, puis d'explosions, puis de cascadeurs qui ont sûrement laissé leur vie. Oh non. C'est ça. Il y aura John Woo, le plus grand serial killer de l'histoire du cinéma. C'est ça. Ils ont des syndicats aux États-Unis, mais Hong Kong, je ne sais pas. Là. Non, c'est ça. OK. Mais tu t'en es sorti quand même indemne, Laurent. T'as-tu donné le goût d'en écouter d'autres? Oui, ben là, je t'avoue qu'au bout de 3, dans la même soirée, j'étais un brin épuisé. Ben oui, c'est normal. C'est sûr. Ben oui, c'est ça. Faut voir que t'écoutes Time Cop.
Ouais, ben tu vois, ça, c'est un des seuls que j'ai vu dans le temps. Okay. Ça, puis celui là, que j'oublie tout le temps le titre avec Dennis Rodman, qui est aussi fait par un... je l'aime pas, ce film-là. Ouais, moi, en tout cas, je pense qu'il y a un certain fun à y avoir parce qu'il y a quand même un frigidaire qui explose ou qui se fait Non, exploser, c'est une machine de cannes, de distributrice de canettes qui est sauve. Là. Ouais, avec une mine qui fait une grosse explosion, il est épouvantable. Mais la fille aussi qui a un bouton de party proche de son lit, là. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Non, qu'est-ce qui arrive quand... Je pense que Dennis Rodman est avec une fille. Je sais pas si c'est son appart à lui ou à elle, mais quand tu pèses sur le bouton, il y a plein de lumière, puis ça devient comme... Ah ouais, c'est genre... Gros party. Toujours gros rave. Toujours la boule disco prête à dropper. C'est douchebag. C'est intéressant quand même. Ouais. Ben, c'est ça. Je pense que les concepts sont peut-être plus intéressants que le film dans ce cas-ci. Vas-y donc, Laurent, t'as quoi? T'es dans tes affaires? Une autre petite nouvelle que j'ai vue passer, que quelqu'un a acheté les 3 premières VHS de Rocky à Lancan. Un Lancan de Heritage Auction. C'était des VHS scellés. Donc, neuve, et qui a acheté ça au prix de 53 750 $ US. Sacrément! Pour le total des 3. Je ne sais pas quoi faire de cette information-là, mais je vous la donne. Et le marché spéculatif de la VHS dans les dernières années a explosé et c'est devenu ridicule. Red Letter Media a fait une vidéo là-dessus, puis c'était priceless. Puis là, j'étais comme, tu sais, peut-être que des scellés, il n'y en a pas tant, mais des VHS de Rocky, s'en fout, là. Il doit en avoir quand même pas mal qui circulent. Sûrement. Fait que là, on sait rien sur l'acheteur. Par contre, on sait que le vendeur, c'est un gars qui s'appelle Jake Carlson, qui lui-même avait pogné ça d'un gars qui avait acheté ça en 82 parce que son fils était né puis il voulait y faire un genre de petite time capsule. Il était comme, ceci était très 1982, I guess, les 3 premiers Rocky. En tout cas, bien vu, monsieur, mais... je pense que c'est l'élément le plus intéressant de l'histoire, je pense. Ben, quand même, mais là, moi, ce qui m'intrigue, c'est que qu'est-ce qui est arrivé? Parce que là, clairement, il a acheté ça pour faire un time capsule à son fils. Est-ce qu'il a jamais donné? Est-ce qu'il les a eus, mais il les a jamais regardés? Ils sont encore emballés. Est-ce qu'il s'est dit, ouais, peut-être que je vais les regarder sur d'autres sports? Ou Papa t'es wack, on s'en sac de Rocky? Tout ça est très mystérieux et j'aimerais aussi savoir qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Parce que c'est pas vrai que sa time capsule, c'était juste 3 VHS. Non, il devait avoir autre chose. J'espère pas, tu sais. Mais y avait-tu enterré sous terre, la time capsule? L'histoire ne le dit pas. J'aimerais ça. Peut-être c'est ça qui est arrivé. Il n'a pas ouvert les cassettes. Ma soeur, elle a fait des rénovations chez elle, puis c'est comme l'ancienne maison familiale. T'sais, elle appartenait à ma mère, elle appartenait à mon père, puis elle appartient maintenant à ma soeur, puis son chum. Et dans un des murs, ils ont trouvé une time capsule. C'était comme un genre de petite boîte avec des petits jouets d'enfants des années 70-80. Wow. Ah oui? Ça t'es-tu à tes parents? Ou non, c'est clairement avant que ma mère achète la maison jadis, puis avant que mon père la rachète. Parce que ce qui est fucked up de cette maison-là, c'est que mes parents n'étaient plus ensemble depuis des années. C'est juste que ça a donné que mon père voulait acheter une maison, puis ma mère la vendait. Mais c'est resté dans la famille comme ça. Ouais, quand même. Fait qu'ils ont retrouvé une petite est-ce qu'ils ont des drôles d'histoires de maisons hantées depuis qu'ils ont trouvé la... Non, il n'y a rien arrivé. Il y a eu une histoire de fantôme dans cette maison-là. Mais c'est mon frère et sa blonde, jadis, qui avait quelqu'un qui marchait au 2e, puis le chien capotait. Là. Mais moi, j'étais là pendant minimum 10 ans. Je n'ai jamais rien vu. Il y a seulement les fantômes de mon passé qui résident dans cette maison. Peut-être juste que t'as pas... Oh, c'est beau ce que tu dis. Mais peut-être que t'as juste pas l'aura assez sensible. Intuitif. C'est le fun, c'est sensible pour tout le reste, mais pas ça. OK. Ben, voudrais-tu vraiment être tant que ça? Non. Je sais pas. Pas vraiment. C'est un skill que tu voudrais ajouter à ton CV? Non, pas vraiment. J'en ai trop de Ghost Whisperer. Ghost Whisperer. OK. J'ai un ami qui a fait ça. Hein. Il avait pris les cartes de son patron dans son bureau quand il était parti en vacances, puis il les avait refaites, puis il a marqué comme poste Horse Whisperer. C'est quand même un bon tour. C'est un très bon gag. Surtout que le gars, il en a distribué beaucoup avant que... avant de s'en rendre compte. Wow. Ben merci, Laurent. Hey, j'ai une petite nouvelle, deux petites nouvelles de comic book, si ça vous intéresse.
On avait parlé de Firepower à l'émission jadis, il y a quand même un petit moment. C'est vrai qu'on a fait ça. Oui, c'était sorti en 2020. C'était Robert Kirkman qui a fait The Walking Dead, entre autres choses, Invincible, et de Chris Samee. Et la série était publiée chez Skybound, qui est une étiquette d'Image Comics. Et c'était conclu au numéro 24. Et maintenant, elle sera ravivée. Elle va revenir en vie. On va la publier à nouveau, un nouveau cycle. Ce sera le 5e story arc à partir du numéro 25, donc le 26 juillet prochain. 2023, là, si ça vous intéresse de repartir la série. Ça sera un numéro double de 44 pages pour relancer la série. C'est quand même fun. C'est toujours Kirkman qui l'écrit? Yes, c'est Kirkman. Encore le même artiste, mais ils sont jumelés avec un nouveau coloriste pour la série. Mais c'est une bonne équipe. J'avais bien aimé le dessinateur, justement, là, qui, je l'ai mentionné, Chris Samee. Sinon, une autre nouvelle intéressante dans le milieu du comic book américain. Il y a un nouveau joueur qui vient de rentrer dans l'arène de l'édition de comic book. Donc, le nom de l'édition, la maison d'édition, tenez-vous bien, c'est DSTLRY. Est-ce que ça veut dire de quoi? Je ne le sais pas. J'ai pas réussi à le trouver. DSTLRY. Laurent va nous trouver ça. Ça vient d'être lancé. Il y a d'autres affaires qui sortent. Non, il y a plein d'autres affaires qui sortent avant. Ça veut peut-être dire de quoi, mais je ne sais pas. Là. On va finir par l'apprendre. Ça a été cofondé par David Steinberg et Chip Mosier. Steinberg avait fondé Comixology en 2007, le fameux service de lecture, d'achat de comic book numérique qui avait été racheté par Amazon en 2014. Puis depuis, Amazon a comme fucké le chien avec le Comixology. Il paraît que c'est épouvantable. Amazon a gâché une affaire. Oui, c'est surprenant. Voyons donc. Puis Chip Mosier, c'était la personne en tête du contenu chez Comixology. Donc, c'est deux qui ont travaillé ensemble pendant longtemps. Et là, ils viennent de fonder une nouvelle maison d'édition. Le but, c'est de laisser les droits aux créateurs et, comment il dit ça? Laisser une part des profits de l'entreprise également. Donc, ils vont reprendre les profits générés par la maison d'édition et aussi les splitter entre les créateurs. Là, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment le modèle américain de comic book, on est comme il y a les deux specs. Tu as DC et Marvel, vous créez des personnages, ça appartient à la maison d'édition, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec, puis c'est rare qu'on a des cotes, sinon elles sont risibles. Et tu as Image Comics qui fait un peu comme DSTLRY, où la maison d'édition vous laisse les droits. Par contre, il peut y avoir certains types d'ententes où on en réserve pour développer, par exemple, une télésérie ou un film. Et tu as le studio AWA Studios qui, lui, la maison d'édition va prendre des chances sur des nouveaux titres, mais ils vont se réserver certains droits des propriétés. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de non seulement laisser les droits aux créateurs, mais de partager les profits qu'ils vont engendrer. Donc, ils veulent publier des éditions grand format. Ça semble être quelque chose, une édition... des trucs d'édition très de luxe, très nichés, avec des grands formats, des collectibles, donc ça peut être autant des figurines de vinyle que des affiches. Il y a aussi des copies numériques, mais là où ça devient intéressant, c'est que les copies numériques vont être offertes pendant un court laps de temps sur leur plateforme. Après, la vente va être terminée et les gens vont être en mesure de s'échanger, voire vendre leurs copies numériques. Et il y a une partie des profits qui va revenir quand même aux créateurs. Donc, si vous avez une copie numérique d'un numéro, par exemple, là, on décide de, je ne sais pas moi, leur vendre à 15$. Mais théoriquement, il y aura une partie de ce profit-là qui va revenir aux créateurs. C'est quand même assez intéressant. Et dans les créateurs qui se joignent à l'initiative, il y a quand même de gros noms. Je vous en nomme quelques-uns. Brian Azzarello, Scott Snyder, James Tynion de Fifth et Ram-V, R-A-M-V. Dont je c'est quand même des gros noms. C'est des gros noms. Des gros noms. Ouais, okay, donc, je m'attendais quand même pas à ce... Moi non plus, je pensais que c'était il y en a des projets comme ça là, qui émergent de temps en temps, puis tu finis par plus en entendre parler, mais là, c'est des gros noms de la BD, et il y a un super article dans le New York Times, si vous vous intéresse, si vous êtes abonné, qui parle justement de la maison d'édition. Je rappelle le titre, DSTLRY. Je reste à voir ce qu'ils vont faire, mais tu sais, avec le powerhouse qu'ils ont derrière, ça risque d'être quand même assez intéressant, en espérant qu'ils vont débrasser un peu les cartes. C'est ça. Puis sinon, c'était mes nouvelles de comic book. Il y avait quelqu'un qui avait encore quelque chose, Simon? Moi, je peux parler de X-Men. Donc, j'ai besoin de mon jingle. Oui, attends une minute, j'étais pas prêt. Previously on X-Men. There you go.
Je suis rendu au mariage de Scott et Jean. Le vrai mariage, là. Le vrai. Pas un clone. Non, pas un clone. C'est déjà arrivé, ça. Puis, ben oui. Ça, c'était la première fois que Scott se mariait. Il s'est marié avec Madeleine Pryor, qui est devenue la Goblin Queen. Yeah. Oui, c'est ça. Là, je suis rendu au mariage. Juste pour dire que j'ai vu qu'il y avait un trade, pour ceux que ça intéresse, avec tous les numéros qui ont rapport avec le mariage. Mais ce que j'ai aimé beaucoup, c'est le chemin vers le mariage. Les numéros qui parlaient de « Hey, ça s'en vient! Puis beaucoup de relations entre les personnages que tu sais, on connaît, mais parce que ça a déjà été publié, mais que là, dans ce que je suis en train de lire, ça se passe présentement. C'est-à-dire, je vais être plus clair, là. Cable, là. Ouais. Cable. Là, il vient d'apprendre qu'il n'est pas le clone de Strife, qu'il est l'original, donc qui est le fils de Scott Summers, mais aussi de Madeleine Pryor, qui est le clone de Jean Grey. Donc là, Cable qui apprend ça, qui parle aussi avec Rachel Summers, qui est, elle, la fille d'un autre timeline qui est revenu dans le 616, mais que elle, c'est la fille de Jean et Scott, mais d'un autre univers. Ben, pas d'un autre univers, mais d'un autre timeline. C'est la demi-sœur d'un autre univers. Donc. Exact, c'est ça. Okay. Puis là, les deux, ils jasent ensemble de tout ça. Puis, tu sais, comme je trouvais ça le fun, qu'il y ait ça, surtout, tu sais, un comic book des années 90 que, tu sais, c'est vraiment d'habitude dans ta face, puis on perd pas de temps. Là, il y avait comme 2 pages de eux qui jasent de ça. Je trouvais ça intéressant. Puis aussi, il y a un numéro de Uncanny X-Men, je pense que c'est le 310, dessiné par John Romita Jr., qui fait un excellent travail là-dessus. Mais c'est juste avant le Bachelor Party de Cyclops. Hey, c'était tellement ma question s'il allait avoir un enterrement de vie de garçon. Oui, ben c'est ça, j'étais comme curieux. J'étais surpris qu'il y en ait un, mais c'est ça, c'est Cable et Scott qui sont dans Danger Room puis qui jasent de dire « Ah, ben ouais, là, t'es comme mon fils, puis là, je suis content que t'existes parce que j'avais peur de blablabla. » Puis là, Cable, il est comme « Écoute, là, je te connais pas, mais, OK, t'es mon père, je pense qu'il y a de la place pour toi dans ma vie, blablabla. » Puis tout ça pendant que t'as tous les autres gars de X-Men qui sont dans un bar à attendre que Scott arrive parce qu'il y a pour le party, tu sais. Puis c'était comme un numéro, le fun, avec, tu sais, juste du banter entre les personnages. Puis oui, tu sais, il y avait de l'action parce qu'il y avait le Danger Room, mais c'était pas ça qui était intéressant. C'était Scott et Cable ensemble, puis les autres dans le bar. Puis aussi, c'est la période où Sabretooth il est dans la mansion de Charles Xavier. Donc, il est comme dans le sous-sol, enfermé, ou en tout cas, des fois, il peut sortir, mais il est comme un muselé. Muselé, ouais, comme un chien. Puis il y a comme des gants en métal, là, fait qu'il peut pas faire grand-chose. Puis, il peut pas se gratter. Non, puis, tu sais, pendant ce temps-là, Wolverine, il est pas là, parce que, tu sais, c'est un peu après que Magneto lui a enlevé tout son adamantium. Puis là, il est comme en train de se soigner mentalement et physiquement. Fait qu'il a quitté les X-Men, mais la grande question, c'est y allait-tu être là au mariage? Bonne question. Parce qu'il est jaloux, lui. Non, je pense qu'il n'est pas jaloux. Non, il est triste. Il est plus triste. Puis tu sais, lui, son mariage avec Mariko, je pense, ça a chié. Puis après, Jean, elle a choisi Scott. Fait que il est comme fuck it. Mais en même temps, tu vois qu'ils aiment les deux pareil. Ouais. Puis c'est ça, c'est qu'il y avait une scène où il y a Sabretooth qui est comme pas dans la maison, qui est dehors, qui regarde le mariage au loin, puis qui se dit c'est pas parce que je suis muselé que je vais pas faire quelque chose. Puis là, il y a Wolverine, on le voit pas, mais clairement, c'est lui qui est comme caché, puis qui il réussit à empêcher que Sabretooth ruine le mariage. Fait qu'il était là, entre guillemets. Oui, parce qu'il n'y a rien qui empêche Sabretooth de juste rentrer dans la place de mariage puis crier, mettons.
La. Puis là, tu sais, comme. Ouais, c'est son genre. Je m'oppose! Je m'oppose! Pété, genre, il fait tout, là. Il renverse des tables, tu sais. Mais c'est ça, fait que j'ai vu le mariage, c'était comme des numéros le fun. Cool. Puis je continue, là. Je pense que... Tu viens tellement de résoudre une question que j'avais depuis longtemps. Je me suis toujours demandé si Cable puis la fille de l'univers parallèle de Scott puis de Jean Grey, Rachel, se sont déjà parlé de ça. Parce que dans les comics, que moi j'ai lu, ils l'adressent pas. Puis je dis, voyons, ils savent-tu? Ouais. Ça les gosse pas? C'est quoi ça? Ah, puis tu sais, je pense que dans l'ère Krakoa, il y a plus d'allusions au fait comme dire, t'es comme mon frère. Mais que là, tu sais, ça vient d'arriver, puis là, il en parle ouvertement, c'était le fun. Puis je terminerai en disant l'épisode 100 de Cerebro est sorti. Ouais. Et il dure 18 heures. Ben non! Et c'est un épisode sur Madeleine Pryor. Le podcast, là. Oui, le podcast. 18 heures. Il est en genre 4 ou 5 parties, mais c'est des épisodes de 4 heures. Ben là, ils ont enregistré ça comment? C'est-tu back-à-back? C'est sûr qu'ils ont fait des pauses. J'espère bien. À date, je suis comme dans la deuxième épisode, donc la 7e heure à peu près. Ouais. Puis, c'est le fun, tu sais, mais c'est ça, je pense qu'il faut être fan. Mais Madeleine Pryor est un personnage qui vaut la peine, qui est une incomprise, et c'est ça. Ben, merci, Simon. On rappelle que ta liste de lecture de X-Men est disponible dans la section BD, comics et manga dans le Discord des Mystérieux Étonnants. En haut à gauche, là, ou à droite, plutôt, il y a une espèce d'écusson. Vous cliquez là-dessus, puis ça vous amène vers 2 documents Google Doc. Il y en a un pour la liste à partir de la run de Chris Claremont jusqu'à aujourd'hui, et l'ère Krakoa, puis Simon les met à jour tranquillement. Anyway, vous n'avez tellement à lire que soyez pas inquiets, là, vous n'allez pas arriver au bout. C'est certain. Appelez-nous, là, puis dites-nous si vous êtes en train de suivre ça. Sure, ben ouais, sur SpeakPipe, ça serait le fun. Vas-y donc, Laurent, toi, t'as quelque chose, sinon j'en ai plein d'affaires. Non. Il n'y a rien. Côté Hollywood, parce que j'ai pas le choix, la semaine passée, je vous ai parlé que Warner Brothers Discovery est en train de voir s'il pouvait développer une série d'Harry Potter basée sur les livres à raison d'une saison par livre, et finalement, ça a été confirmé lors d'un appel. Tu sais, là, les appels où est-ce que le monde qui ont du cash, ils se frottent la bédaine, ils sont comme... c'est ce genre d'appel-là. Donc, ça s'en vient. Tu sais exactement de quoi je parle. Ben oui, c'est comme, imagine tous des bonhommes Monopoly avec des monocles puis des chapeaux, puis parce qu'on annonce des profits, tu sais, puis des marges. Ils s'appellent. Ben oui, ils font des appels conférences. C'est comme sur Zoom, c'est comme des podcasts, mais de millionnaires. OK. Ils font tout le temps ça. On a accès à ça. Tu peux le voir des fois. Mais il y a des choses des fois qui sortent de ça, puis ça coule vers la presse. Dans ce cas-ci, ça a coulé comme quoi Harry Potter. C'est confirmé. On parle d'un contrat pour la nouvelle distribution des nouveaux acteurs qui va s'échelonner sur 10 ans. Pas qu'il va y avoir 10 saisons, mais tu sais, si on est pour faire 7 saisons, il va y avoir du jeu, donc ça va s'échelonner sur 10 ans. C'est quand même gros. La série va se retrouver sur le nouveau HBO Max, qui ont juste décidé d'appeler ça Max. T'sais. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans un appart, tu repeintures les murs, même si c'est déjà blanc. Il paraît qu'ils voulaient appeler ça Big Max. Big Max, c'était déjà pris, c'est ça. Oui, exactement. Et donc, il y a d'autres projets qui se joignent à ça. Là, il va y avoir un autre préquel de Game of Thrones, une télésérie basée sur l'univers de Conjuring, intéressant. Et il y a Chuck Lorre, qui est le producteur de Big Bang Theory, qui est en train de développer un spin-off. Donc ça, c'est aussi... Encore? Ouais. Moi, je suis pas un gros fan de Big Bang. Je trouve que c'est un peu... c'est correct. On dirait que c'est le show. Je sais que c'est big, mais je connais comme personne qui regarde ça. Personne n'a écouté après 2010. Là, je veux dire, la série a été disponible de 2007 à 2019. Là. Il y a eu 12 saisons. Ça a duré 12 ans, littéralement. Mais bon, écoute. Aïe. Sinon, on reste dans le Hollywood. Il y a Deadline qui rapporte que l'actrice Maya Goth, qui a joué dans Suspiria, qui a joué aussi dans X, puis dans Pearl, 2 bons films d'horreur, et dans Infinity Pool récemment, va rejoindre la distribution de Blade, aux côtés de Mahershala Ali. D'après moi, elle va jouer une vampire. Un petit feeling de même. Elle a un visage assez unique. C'est réalisé par un certain Yann Demanji et ça va sortir le 6 septembre 2024. On a le temps de se hyper. Je l'aime beaucoup, cette actrice-là. Elle est vraiment le fun. Super bonne actrice. Sinon, tu restes dans le Hollywood. Hollywood Power.
Encore de deadline, des annonces concernant Amazon Studios. Il y a 3 ans de ça, Amazon Studios avait acheté le catalogue de MGM, il avait racheté le studio, donc vient avec tous des titres et des propriétés que le studio possède. Et là, ils sont en train de développer plein d'affaires, autant des téléséries que des films basés sur le catalogue, et des fois même les deux pour la même propriété. On parle de propriétés là, quand même assez connues. Robocop, Stargate, Legally Blonde, Fame Barbershop, The Magnificent Seven, Pink Panther et The Thomas Crow Affair. Ça, je trouve ça drôle que ça se retrouve là, mais je sais pas pourquoi. Ben ouais. Je sais pas. Les classiques de heist. Oui, c'est ça. Mais j'aime pas ça, les films de heist, mais c'est particulier. Donc, je disais qu'il allait avoir des adaptations télé et cinéma, et des fois, comme dans le cas de Stargate, le film risque d'arriver avant la télésérie. Donc, il va y avoir les deux. Et Robocop, la télésérie avant le film. Pourquoi? Je ne le sais pas. Mais c'est comme ça que ça a été là, attends, ça va-tu être lié, ces projets-là? Ou ça va être c'est là où d'après moi, ça va être lié parce que c'est ça qu'on veut maintenant, Laurent. Des univers consensuels. L'interconnectivité. Exactement, parce que ça garde ton client dans ton écosystème. Il y a déjà un reboot de Robocop dont tout le monde se calisse. Ta gueule. On est allé voir ensemble et les deux, on était fâchés. C'était en 2021 puis on n'a plus jamais reparlé après. T'étais plus fâché que moi, mais c'était pas en 2021. C'était en 2011, pardon, j'ai fucké, c'était 2011. Oh mon Dieu, c'était-tu en 2011? Oui, ça fait 12 ans. Mais le Thomas Crown Affair, là, oui. Y a-tu genre vraiment un fan club? Ou est-ce que tu peux te déguiser comme Thomas Crown y a du monde Comic-Con? Il y a du monde qui se déguise en Crown puis d'autres en Thomas. OK. Fait que, tu sais, ce qui est compliqué, c'est quand t'as un gars quand tu veux faire le fair. C'est ça. Le fair, c'est plus difficile à illustrer. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est quand tu te déguises en couronne, puis là, il faut que tu sois porté par un gars qui est déguisé en Thomas. Ouais. Ça, c'est difficile. C'est plus compliqué. C'est sûr. Ouais. Une autre option, c'est que tu peux juste te déguiser en Crown, mais que tu as des béquilles, puis ton Thomas, c'est juste comme le bas de ton costume, mais il est vide. Il n'y a pas personne. OK, ouais. Ça. Mais on peut prendre les fameux 2 petits-enfants là, qui se mettent ensemble pour faire un homme géant. Oui. Ils peuvent... ça vient de rajouter comme un costume à leur répertoire. Absolument. Puis là, c'est là d'où pourquoi ils veulent ramener le Thomas Crown Affair, parce que c'est il y a une demande. Il y a une demande chez les millennials. Les Xennials, là, c'est très en demande. Là, hey man, le nombre de TikTok que j'ai vu sur le Thomas Crown Affair. C'est hallucinant, genre, avec la voix comme « You will never know this cosplay of Thomas Crown Affair. » Et moi, là où j'ai trouvé que ça allait... Vous moquez, mais c'est comme celui qui m'intéresse le plus de toute la gang. Regarde, t'as la chance de pouvoir jouer au DLC Thomas Crown Affair sur Fortnite qui s'en vient. Saison 349. Wow. Là, les skin packs que tu vas avoir, mon ami, là, tu ne peux pas passer à côté parce qu'après, tu ne seras plus capable de les avoir. Pierce Brosnan. Brosnan de Thomas Crown Affair. Mais au Steve McQueen. Ouais. Possible. Ça dépend là, où est-ce qu'ils vont pousser. Là, c'est 2 packs, un 68, un 98? D'après moi, c'est un pack parce que c'est comme ça fait partie d'un pack de saison. Fait que ça vient tout en même temps. Tu vas pouvoir Baby Yoda versus Pierce Brosnan de Thomas Crown Affair. Ou Thomas, ou la couronne, qu'importe. Fait que non, c'est malade. Les Funko Pop, toute la même crise de face, mais ils ont fait une collection. Alors, moi, j'ai commandé le Funko Pop de Ronnie Russo. Ouais. Dans le film. Fait que j'ai bien hâte de le mettre avec mes nombreux Funko Pop. Tes nombreux Funko Pop. Des Thomas Crown. Voilà, en background. Ah oui. T'as pas décidé d'acheter le pack, celui qui vient qu'un décor de carton qui est ben trop cher? En fait, je l'ai demandé pour Noël. Puis on verra. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, au prix que ça donne, là, que ça vend, là, surtout, après, il y a tellement de monde qui vont se garrocher sur le Thomas Crown Affair Funko Pop. Ben, c'est ça. Et après, ça va être en revente trop cher sur eBay. Puis, tu sais, de demander à ma mère d'aller se fouiller pour ça, je me sens un peu mal. Fait que, tu sais, je vais peut-être juste dire, écoute, je vais aller l'acheter, je vais me l'emballer, puis je vais me le donner, moi. Un cadeau à toi. C'est ça. Mais il n'y a rien qui dit un cadeau comme s'offrir le Thomas Crown Affair. Ouais. C'est sûr. On est sûr que ceux-là, ils ne seront pas enterrés non, le c'est gros sûr. enterrement de Funko Pop. Non, ça, ils vont être dans les succursales, dans les entrepôts. Puis après, là, fini, man. Oublie ça, c'est comme un PlayStation en 2020. Tu ne pourras pas mettre la main dessus. Impossible. Ils vont faire un remake de Poltergeist. On a fait du chemin. Oui, je sais. Un remake de Poltergeist.
Et donc, soyez prêts à avoir des legacy sequels, des refontes et d'autres shit. Il y en a eu un remake. Je le sais. Il était pas pire. Il était pas pire, le remake. Hey, j'ai écouté les 3 l'hiver dernier. Ça vous dit un peu dans la maison mentale dans laquelle j'étais. J'ai eu du fun. Le 3e, j'ai eu du fun. Ouais, c'était bien. C'est quand même cool. Hey, le nombre de fois qu'ils disent son nom, là. Ah ouais. Dans le 3, il n'arrête pas de l'appeler. Ouais. Elle est tout le temps dans l'autre Caroline! Caroline! C'est ça son nom. Ouais. Jamais à la fin que du 3, il oublie que le chum de l'autre est encore pogné dans la dimension des fantômes, puis il finit juste par le laisser là, il l'adresse plus. C'est malade. D'ailleurs, on parlait d'Amazon. Il y a Sylvester Stallone qui vient de signer avec Amazon avec sa compagnie de production, Balboa Production, pour signer, en fait, ça, Amazon pour produire, écrire et jouer dans des films et des téléséries d'Amazon. Donc, Balboa qui fait le saut. Hein? Stallone lui-même qui fait le saut vers Amazon. Fait que c'est ça. C'est ça, messieurs, que j'avais comme mes nouvelles d'Hollywood. Il s'en se passe des affaires à Hollywood. J'ai jamais autant Thomas Crowney depuis 99. Join le hype, là. Le hype train. Le hype train. Je sais pas j'étais où. Mais je suis hypé, je suis très hypé. T'étais pas sur TikTok. C'est parce que t'as pas vu ça. Ouais, non, ça c'est vrai. En fait, là, depuis tantôt, je pense à Thomas Crown, puis tous mes souvenirs, c'est l'autre film de la même période, mais avec Sean Connery, puis... Entrapment. Ouais. Je savais exactement où t'allais. Oui, tu sais, elle essaie d'éviter les... Oui, c'est ça, c'est ça, Thomas Crown, il y a des lasers, puis là, des fesses de Catherine Zeta-Jones. C'est que tout le monde se Je pense que personne n'a vu le film, mais tout le monde a vu le trailer. Ouais, je sais. Exact. Bon. Ben, c'est fou pareil, parce que son mari, à Catherine Zeta-Jones, a fini par faire que des films de heist avec Ant-Man. Ça... Il y a des liens à faire, tu sais. C'est tout ce que j'avais sur le Thomas Crow Affair. Je suis bien intrigué. C'est quelqu'un qui a d'autres choses ou on s'en prend une petite pause? On va faire une petite pause parce que ça ne me tente pas de parler de Wild Things 3. Oh! Ah. T'as vu le 2 puis le 3? Ouais. OK, il va falloir qu'on s'en parle une autre semaine. Il reste le 4. Ah, il y a un 4. OK. Ouais. Check le 4. C'est que tu vis dans... C'est parce qu'à chaque fois, c'est comme le même film que le premier, mais plus cheap. Fait que c'est comme c'est ça. Ouais, c'est comme une version d'un JPEG. T'arrêtes pas de enregistrer en JPEG. Tu perds en qualité à chaque fois. C'est ça. Pour des belles métaphores comme ça, on vous invite à donner au Patreon des Mystérieux Étonnants. C'est ce qui fait qu'on garde les lumières allumées. Donc, vous savez comment ça fonctionne. Vous allez sur mystérieuxétonnants.com. Il y a un bouton en haut à gauche qui est marqué « Faire un don ». Vous cliquez là-dessus. Ça vous amène vers Patreon. Puis si t'es pas capable de faire une recherche Google comme un adulte pour trouver notre Patreon, je peux pas t'aider. En échange de votre contribution, l'équivalent d'un café par mois, c'est rien. Vous faites en sorte qu'on existe, qu'on peut faire notre show à chaque semaine, qu'on finance aussi nos activités. Il y a peut-être une activité qui s'en vient. Ah ben. Peut-être. Fin mai. On est à l'épisode 794. Hey, je me demande c'est quoi. Tu vois? Tu peux pas en parler tout de suite. Mais en tout cas, ça doit être on va inviter tous les membres du Patreon à regarder toutes les Thomas Crown. Ce que ça fait, ouais, c'est ça, avec des vidéos explicatives de 8 heures, là, puis fan theory, puis on va éviter les vidéos où ils disent « Why is it sucks », parce que ça n'a pas rapport. Ça, non, ça marche pas. Ending explained. Mais réservez votre gardienne, ça s'en vient. Là. On va avoir plus de détails bientôt. On finance aussi, il y a plein d'affaires. On achète du matériel avec ça, les frais qui sont générés par juste le fait qu'on existe, les Mystérieux Étonnants. On a Noël chez Isidore aussi qui existe. Hein, Simon? Oui. Nouvel épisode qui est sorti il y a 2 semaines. Il y a Terre Kaiju qui a été repoussé, m'a-t-on dit, mais qui aura éventuellement d'autres épisodes. Et en échange de votre contribution, vous avez du contenu exclusif. Et là, comme j'ai retrouvé le moyen de contribuer au système capitaliste dans lequel nous sommes pris, tel des écrous, on va pouvoir reprendre le cycle de Lynch à Bifurcation, qui est le podcast exclusif en échange de votre contribution Patreon. Ça s'en vient. Mais sinon, en attendant, les archives sont là. Puis il y a aussi Terre Humaine chez Isidore, qui est le podcast qui est offert exclusivement en premier sur le Patreon, qui après se retrouve sur notre site internet et ailleurs, sur les plateformes de podcast, dédié à la seule et unique télésérie Terre Humaine. Ça, c'est du très niché shit. Tu trouveras pas ça ailleurs. Ça aussi, là, s'il y a des cosplays de Terre Humaine au Comic-Con, je vais être impressionné. J'ai des idées. Tu prends une chemise qui n'est pas tout à fait blanche, puis des salopettes. T'es en business. OK. Ça marche-tu, ça?
Ben, il faut que tu le travailles un peu. Ben, je vais la salir avec de la terre, là, comme tout bon cosplayer. Tu sais. Ouais, puis il faut un peu rouler ses airs, dire une couple d'expressions de 1980. Ouais, c'est bon. Parfait. Fait que ça, c'est ça. Sinon, on vous donne aussi un lien vers le Discord des Mystères Étonnants. C'est comme Internet, mais sans trop de cul. Belle gang. Ça se poursuit encore. En fait, on est très actifs là. Si vous vous abonnez au Patreon, écrivez-moi directement à partir de la plateforme, puis je vais vous envoyer le lien. On écoute des films, on jase. Et de ce temps-ci, le mercredi, on écoute des films de poteux. Hein? Fait que la semaine passée, on a écouté quoi déjà? On a écouté Pineapple Express. On a écouté Superbad. Ça va être d'autres choses cette semaine, un peu dans le lien. Sinon, on est disponible partout. Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Amazon Music et toutes les archives des Mystérieux Étonnants, pas seulement les 300 dernières, sont disponibles sur notre site Internet. On est sur Facebook, Twitter, Instagram et toutes les autres plateformes qui volent vos données pour les revendre au GAFA. On se revoit dans quelques instants avec... GAFA! Je suis plus capable d'entendre ce mot-là ou de le dire sans penser à Nicolas Ciccone. Dit Nicolas, il a réussi. Je sais. Il a joué dans Zeitgeist. Un magicien tel Alan Moore. Google, Apple. On revient dans quelques instants avec Survival Street. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Sujet de la semaine, cette semaine, c'est une bande dessinée de Dark Horse Comics, Survival Street, écrit par Jim Festenti et dessiné par Abile Kusenov. Ouais, voilà. Rapidement, c'est un 4 numéros qui est maintenant disponible en trade. On est dans un univers un peu pensé à Verhoeven, post-apo, mais pas d'un futur très, très, très lointain. On est à notre époque où les grandes corporations se sont divisées toutes les facettes de l'humanité. Elles contrôlent le gouvernement, les rues, les médias. Et elles sont extrêmement réactes. Et pour s'opposer à ces GAFA, en quelque sorte, du temps moderne, on a une gang de mopettes ou d'inspiration mopettes, de personnages qui appartenaient à un show pour enfants, extrêmement, on ne se le cache pas, calqués sur les Sesame Street, qui décident de combattre l'ordre établi par tous les moyens possibles, que ce soit la violence et la propagande et un petit peu de peluche. Et c'est une suggestion cette semaine de Laurent Boutin qui, comme moi, partage mon amour pour les mopettes. Alors, est-ce que ça tient la route? On va en discuter. On va d'ailleurs commencer par Laurent Boutin et voir qu'est-ce que tu as pensé de Survival Street. On dirait que je me pose encore la question. Je pense que j'ai aimé ça, overall. Mais ça m'a à la fois beaucoup déprimé, je pense, parce que tu sais, comme tu l'as dit, c'est dans un futur pas si lointain. Puis je pense que le but, c'est d'être, tu sais, d'exagérer, puis de faire comme, tu sais, une espèce d'Amérique dystopique où les choses ont plus de bon sens. Mais il y a un moment dans ma lecture où je me suis demandé si... entre de mauvaises mains, il n'y aurait pas des gens qui prennent des notes en se disant « c'est une bonne idée d'armer des bébés, genre. » Ouais. Et ça m'a rendu inconfortable. D'accord. D'accord. Toi, Simon, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai bien aimé. Je trouve que la BD est dans ta face, il n'y a aucune subtilité, mais c'est correct. Tu sens que l'auteur est fru de ce qui se passe dans la réalité. C'est ça, c'est un peu... C'est comme le fun, mais en même temps, t'es comme, ouais, mais c'est ça. T'es proche d'avoir des bébés avec des guns. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai aimé ça pour le fait qu'il n'y a aucune subtilité. Des fois, c'est des trucs qui peuvent me gosser, mais là, on dirait que ça marchait totalement pour moi. Ouais. C'est pas la BD du siècle, là, mais j'ai apprécié ma lecture. Moi, j'ai pas détesté ça, mais c'est le genre de concept que sur papier, je pense que tout est là pour que je trippe davantage, puis finalement, je suis un petit peu déçu. Il y a une idée de très postmoderne là-dedans, par exemple, des figures qui sont associées à l'enfance, qui sont associées aux mopettes, aux shows télévisés pour la jeunesse, puis on les pervertit, entre guillemets. C'est dans l'air du temps, ce temps-ci. Puis je trouvais que la BD très confus par moments. Je savais plus trop ce qui se passait, puis c'est un peu dans toutes les directions. Quoique je pense exactement ce qu'il voulait, là, pour un peu refléter la frénésie de tout ce qui se passe là, quand les mopettes décident d'attaquer. Mais par moments, je trouvais que c'était pas super contrôlé.
Je mets ça un peu dans la même catégorie que le film qui avait les mêmes aspirations, là, que Laurent Pimon, on a vu aussi, qui s'appelle Happy Time Murder. Non. C'est quand même meilleur que ça. Non, c'est meilleur, mais pour moi, le concept sur papier dans les deux cas est plus intéressant que le rendu final. Puis je me laisse, ça me donne un petit peu un goût, pas amer, mais je suis laissé sur ma faim. Mais j'ai pas détesté ça. C'est ce que il y avait quand même plus de choses à se mettre sous la dent que des jokes de Dash, mettons, au contraire. Ben là, la joke de Jess, c'est la seule joke que je me souviens. C'est tout que je me souviens du film, en fait. Ouais, mais il me semble, dans mes souvenirs, c'est juste une longue joke de Dash. Oui. Ce film-là. Ben, c'est la meilleure joke. Mais c'est, tu sais, je partage ta déception un peu, mais je pense que je réussis à identifier que le problème, c'est au niveau de l'écriture. C'est-à-dire que je pense que la charge politique marche, mais le problème, c'est que c'est arrangé narrativement quand même alentour d'une gang de mopettes dont on ne connaît pas grand-chose. Rien. Non, c'est ça. Ils ont comme vaguement, tu sais, sont réduits à un seul petit concept. Il y en a une qui est addict à la crème glacée, ça met les gens dans le chenoute, puis tout, tu sais, on n'a pas d'attachement, tu sais. Il y a des moments là où ils sont supposés, tu sais, ils sont comme pris en feu croisé, puis tout, ils sont sur le bord de mourir, d'exploser, puis je suis comme... C'est plate, mais I don't care, tu sais, comme vous pourriez perdre n'importe qui dans cette équipe-là, tu sais, comme alors si l'auteur a décidé de faire le lien, tu sais, celui qui est complètement accro à la crème glacée, c'est clairement Cookie Monster. Fait que, est-ce qu'il pensait que le lecteur allait tout de suite faire un lien entre les personnages pour se dire comme... Je pense que oui. Pour avoir un background émotionnel face à eux autres. T'sais. Je pense que oui, clairement, il y a des liens directs, puis je pense que l'auteur s'est dit on va pas passer trop de temps sur les origines ou qui sont les personnages parce qu'on va les reconnaître de toute manière. Il y en a un d'autre, c'est Oscar the Grouch, assurément. Il y en a un autre, c'est Elmo. Il y en a que c'est pas tout à fait évident, là, l'espèce de gros hippopotame rose. Clairement, c'est juste un gros mopette très fort, le tank de la gang. Mais rendu là, lui, t'as un archétype assez puissant, fait que t'as pas vraiment besoin de le résumer. Fait que je pense que c'est ça qu'ils se sont dit. Puis il y avait juste 4 numéros pour raconter leur histoire, donc tu sais, ils ont essayé de faire le plus avec le peu qu'il y avait en termes de durée. Oui, mais tu sais, on dit il y avait juste. Est-ce qu'ils ont pris juste ou on leur a laissé juste? Ça, je sais pas. Ça, on sait pas non plus. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, les mopettes, je trouve qu'ils sont peut-être pas assez... On n'utilise pas beaucoup le pouvoir qu'ils ont. C'est-à-dire le fait que c'est pas des humains, c'est des marionnettes et tout ça. Ouais, c'est vrai. On dirait que des fois, tu as l'impression que ça va servir au récit, puis ça l'est pas tant que ça. Il y a un moment, je pense, je me suis dit, OK, mais tu sais, le moyen qu'ils réussissent à communiquer avec les gens, c'est l'attachement que les gens ont eu avec eux autres dans le passé, étant enfants, qui ont grandi avec eux autres, puis tu te dis, ils vont peut-être jouer là-dessus. Il y a peut-être du monde qui va comme, oh non, ça n'a pas de bon sens, que le gouvernement ait fait. Je vais croire plus les personnages que j'écoutais quand j'étais jeune, mais ça n'arrive pas vraiment. Pas vraiment. Il y a une scène où ils vont réussir à comme convaincre un des deux gardes de le laisser tomber, puis l'autre, il faut qu'il tire une balle dans la tête. Mais tu vois que cette séquence-là a été utilisée juste pour qu'on voit la séquence de balle dans la tête. C'était pas pour... Fait qu'il y avait comme un... Ouais, il y avait comme un attachement émotionnel envers des personnages qui tombent creux. Ils tombent à plat. Puis pourtant, j'aurais voulu d'ailleurs plus aimer ces personnages-là, mais je pense que tu as mis le doigt dessus aussi, c'est que les caractéristiques des mopettes comme telles sont pas tant exploitées. Il y a une scène où ils vont dans l'eau pour entrer dans une espèce de complexe pour faire un heist, un vol, et ils n'ont pas besoin de bonbonnes d'oxygène parce qu'ils respirent pas, c'est des mopettes. Mais mis à part ça, il n'y a aucun moment où ils utilisent leur pouvoir ou leur capacité. Ils sont tough à tuer parce qu'ils peuvent se recoudre, mettons. Mais en même temps, ils peuvent en manger. C'est tout, genre. En même temps, ils en mangent une balle, puis ils perdent la mousse, puis ils sont sur le bord de mourir. Fait que c'est pas si vrai que ça. T'sais. C'est comme si les règles n'étaient pas super bien établies non plus, mettons, de ce côté-là, tu sais, pour qu'on care assez. Ouais. Aussi, en même temps, ils n'ont pas besoin de respirer, mais il y a un origin story de gaz dans une mine. Oui, c'est vrai, t'as raison. J'avais pas pensé à ça. C'est pas super tête, mettons. Mais, tu sais, en tout cas, on est rough. J'ai eu du fun quand même. Oui. Il y a quand même des bons concepts, mais tu sais,
On a vu des affaires dans les dernières années avec ce genre de cynisme politique-là qui était quand même plus raffiné et plus efficace, je pense. Ouais. Ouais, tu sais, des fois qu'on écoute des films chrétiens puis on trouve que c'est ridicule à quel point le propos est trop gros puis c'est désagréable. Je me demandais si cette BD-là était là. Aux mêmes zones, mais côté plus gauche du spectre, mettons. Ou est-ce qu'à un moment donné, ça devient tellement caricatural, puis pas Verhoeven style, là, pas Robocop style, mais tellement caricatural que OK, on a compris, là, on a un message, mais j'avais de la misère, je me suis posé la question. Moi, je pense que c'est ce que j'ai apprécié le plus de la BD. Okay. J'avais besoin de quelque chose qui aucune subtilité dans ta face. J'étais écœuré de qu'est-ce qui se passe, voilà. Ouais. Comment je vois ça. C'est de même que j'ai reçu la BD. Okay. C'était l'auteur qui est fru, qui a trouvé un moyen de s'exprimer là-dessus. Mais ouais, il n'y a pas de subtilité, mais je pense pas que ça faisait partie de la game non plus. OK. Ouais. Je pense que je suis déçu parce que j'aurais aimé ça davantage. C'est pas comme tel que l'histoire était pas bonne, mais j'aurais aimé ça l'apprécier plus. Peut-être que je l'avais trop mis haute dans mon mon barème d'espoir. Je sais pas comment dire. Là, mais... C'est sûr que c'était un bon pitch là, quand même. Sure. Bravo pour ça. Oui. C'est comme ça que tu me l'as vendu. Tu as dit hey, c'est des mopettes post-apo. J'ai comme go for it. Où je signe. L'art est bien, l'art est cool, est maîtrisé. Je pense que par contre, il y a des moments où, au niveau du découpage, je savais pas trop ce qui se passait. Mais je me demande, est-ce que la BD aurait été meilleure s'il y avait eu 5 numéros, que ça soit un petit peu plus espacé. Ouais. J'avais l'impression que chaque numéro avait comme son thème, genre. Mais peut-être vers la fin, c'était plus vague, puis peut-être que ça aurait peut-être bonifié tout ça. Ça aurait respiré plus. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que j'allais dire. J'ai l'impression que chaque numéro était basé sur, tu sais, il y en a un, on essaie d'armer les bébés parce qu'eux autres aussi ont le droit de se défendre. Il y a l'autre où on achète des enfants, puis l'autre où c'est quoi? C'est les enfants prisonniers qui sont nés dans des prisons puis qui sont pompiers. Ah oui, ouais. C'est comme s'il y avait l'eau, il faut l'acheter. Là, en le disant, je réalise que c'est tout pas mal lié aux enfants, ce qui a rapport quand même dans une affaire de popette. Mais c'est ça, j'ai comme l'impression que peut-être qu'il manquait de jus pour faire un autre numéro thématique de cette affaire-là. Ouais, je me demande si ça a été cancellé avant, parce que ça file comme un numéro où on essaie de... Un wrap-up. Ouais, mais rapide. Fait, là. C'est au niveau des ventes. Je sais pas. Ouais, mais ça file comme ça. Qu'importe la décision, c'était peut-être ça dès le départ le projet, mais ça file comme ça. Moi, je trouve que quand la dernière case est vraiment petite dans une BD de même, je pense que ça a été cancellé. Parce qu'ils en mettent le plus possible. Ouais. C'est pas comme un splash page ou whatever. Oui, puis ça se résolut parce que les gens à télé ont regardé le conflit puis se sont dit non, c'est pas correct. Ouais. Dans le numéro d'avant, il disait qu'il était comme... que la population se foutait de ce qui se passait et qu'il n'y avait aucun intérêt pour le futur. Fait ça saute drôlement. Là. Le saut est weird. Ouais. Mais je veux dire, l'expérience nous a appris aussi que genre les gens, c'est pas en voyant la vérité à la télé qu'ils vont croire à ça. Ils vont juste croire à moi. Loin passé l'époque où le milliardaire un peu à la UHF est en train de dire devant une caméra « Ce sont que des crétins, je les déteste, je les déteste! » Puis on passe comme le tape en ligne en ondes, puis le monde sont comme ouais, c'est ça. Oh, ils nous détestent. Non, aujourd'hui, il pourrait dire ça, puis tout le monde aujourd'hui, il dit les vraies affaires. C'est ça, il a raison. Il a raison de détester, là. Je suis pas obligé d'aimer tout le monde, c'est quoi? Tu veux me contrôler? Puis t'es comme, c'est pas ça, Steve. Ça me fait penser à la fin de The Forbidden Dance de Lambada. Hey, ça, on a hâte d'en entendre parler, là. Oui, c'est ça. Peut-être bientôt. Oui, c'est ça. C'est mieux de pas nous laisser. Ça tombe bien parce que c'est le sujet de la semaine prochaine. OK. Je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur la BD. Oui. Jetez un coup d'œil, vous êtes vraiment fan de mopettes puis de popettes, puis pour une proposition unique, mais attendez-vous pas à une BD qui va révolutionner le genre. Quoique, c'est pas obligé d'être révolutionner le genre pour que ça soit intéressant. C'est ça. Excellent. Hey, faites attention à vous autres, tout le monde. Si vous avez l'occasion d'aller faire booster, parce que la COVID est encore là, c'est important. C'est super simple, c'est gratos en plus. Puis on se dit à la semaine prochaine. Faites attention à vous. Bye bye.